France Maghreb 2. Le grand forum, bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien, ça va, impeccable, tranquille, bien, ouais, bon jusqu'à 19h, on est là ensemble pour vous accompagner, bien sûr, parler, échanger, dialoguer. Et on va va faire tout cela avec notre ami Youssef Brakni. Comment ça va, Youssef? Ça va et toi? Ça fait longtemps, dis donc. Ouais, bah une semaine, hein. Ah ouais, c'est vrai. Tout. Tu vas bien? Ouais, ça va. Impeccable. Notre prof d'histoire, évidemment, qui est avec nous ce soir, ainsi que Ossine Ras, notre coach de création d'entreprise, qui sera avec nous dans un instant sur France Maghreb 2. À 18h, on recevra une insoumise, celle qui est face à Valls dans la première circonscription de l'Essonne et qui est arrivée en deuxième position face à Manuel Valls. Dans cette circonscription, 8 points d'écart les séparent, tout reste au possible. Farida Amrani qui sera avec nous tout à l'heure à 18h, Youssef. Voilà, on pourra évidemment lui poser des questions sur France Maghreb 2. Allez, on va tout de suite écouter le coup de cœur musical sur France Maghreb 2. C'est un petit souvenir là qu'on aime bien réécouter sur votre radio. Vous allez voir, quand je vous dis Roger Waters, ça vous dit quelque chose? Ouais, forcément. Pink Floyd sur France Maghreb 2. Pink Floyd, un instant sur France Maghreb 2, c'est bon ça. Merci d'être avec nous, avec Youssef Brakni, notre prof d'histoire, et monsieur Ossine Ras. Comment ça va, Ossine? Salut Christophe, salut tout le monde. Coach salut, en création d'entreprise, ça va bien? Ouais, ça va, je suis content de. Bon, ça se passe le ramadan bien? Youssef, depuis longtemps, on s'était pas retrouvé à l'antenne. C'est vrai. C'est vrai que c'est un Dream Team là. Ouais, c'était ma première avec Youssef, c'est lui qui m'a incorporé. Ouais, c'est vrai. Cooptation, exactement. Bon, alors le programme, les gars, c'est quoi? Ça dépend, c'est moi qui commence. Ouais, vas-y. Bah, moi du coup, mon avis tranché, il va faire écho à un de mes avis tranchés que j'avais fait auparavant. C'était sur le méga contrat de Trump en Arabie Saoudite. Là, cette fois-ci, c'est sur le Qatar ban. Comme on l'appelle dans la presse anglo-saxonne, c'est-à-dire la mise au banc du Qatar par ses voisins surtout, et puis quelques pays aux alentours. Et puis mon coup de cœur, c'est sur justement toutes ces listes autonomes. Je vais te dire un petit mot sur toutes ces listes autonomes qui ont pu émerger à l'occasion de législatives, qui est un processus en fait assez ancien contrairement à ce qu'on pense. Très bien. Aussi, on va parler de quoi avec toi? Alors de mon côté, mon coup de cœur, on va aller voir deux petits jeunes. On va particulièrement Iman qui a créé la start-up Trip and Karam. C'est une start-up une plateforme de tourisme solidaire. On en parlera plus tout à l'heure, on l'aura à l'antenne. Et mon avis tranché. Et ton avis tranché, ouais. Ouais, ça va être sur ce que va engendrer comme manne financière les élections législatives là. On va parler des gros partis et des petits partis, ce que ça va rentrer comme argent sur ces 5 prochaines années. Très bien. Bon, écoutez, le programme est plutôt sympathique. Évidemment, je vous rappelle qu'à 18h, on recevra donc Farida Amrani, qui est la candidate des Insoumis face à Manuel Valls dans la première circonscription. D'ailleurs, dans cette circonscription, ni le PS ni le En Marche n'a mis un candidat face à Valls, qui est arrivé avec 8 points d'avance. Est-ce que ça t'étonne, Youssef, 8 points d'avance pour Valls? Non, ça m'étonne pas parce qu'en fait il a un réseau depuis plusieurs années, depuis je crois plus de 20 ans. Il a un réseau de clients, il a des associations. Quand on regarde en fait, quand on a un bon réseau comme ça et qu'on est assez bien implanté localement, en fait, on peut gagner avec pas beaucoup de voix. Hein. Donc quand on regarde, il y a pas besoin d'énormément de voix pour être devant, pour être à 25-28%. Donc ça m'étonne pas du tout quoi. Et Farida Amrani qui est arrivée donc à 17,45 je crois. Ouais, elle par contre c'est la surprise, elle c'est super quoi. 25. Elle porte l'espoir de nous tous là. Exactement. Ouais. Là vraiment on lui envoie toute notre force. Valls c'est le résultat de plusieurs années de clientélisme, comme il l'a dit, ça fonctionne, ça continue à fonctionner. Ah oui, non mais ça c'est pas, ils s'en cachent même pas hein. C'est pas que chez eux d'ailleurs, il y a plusieurs villes en France, c'est comme ça. Surtout avec la méthode du PS d'ailleurs, c'est où les seules villes où le PS, Valls on va considérer comme PS, comme Sarcelles et d'autres villes où le PS s'est maintenu avec un gros score. C'est ça, c'est les villes du clientélisme justement. C'est le plus de réseau, ouais. Quoi qu'il en soit, donc Manuel Valls qui affrontera Farida Amrani qui sera avec nous donc tout à l'heure de la France Insoumise dans cette circonscription. Je pense que là il y a une carte à jouer si cette communauté peut se mobiliser, peut-être au lieu de s'afficher en étant inactif. Là pour le coup elle peut être active, elle peut peser cette communauté. Youssef et Ossine, et peut-être pour Farida, tout reste encore possible. 8 points de retard avec le report des voix, ça peut se jouer. On verra dans quel état d'esprit elle est tout à l'heure. Donc Farida Amrani. Je vous livre la question du jour avant de retrouver l'ami Amar pour parler histoire et Ramadan. Question du jour, donc avez-vous peur d'une domination excessive de l'Assemblée nationale par la République en marche qui pourra même s'affranchir de la 50aine de députés du MoDem? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Est-ce que vous avez peur, Youssef et Ossine,
de cette avancée excessive de En Marche. Non, mais quand on regarde les démocraties occidentales, je sais pas, on regarde par exemple, il y a eu des élections législatives en Angleterre. Ouais. Bah, c'est inédit en fait ce qui se passe en France. C'est impressionnant. Il pourra même se passer de Bayrou. Oui, c'est il ça. a une majorité ouais. écrasante, comme peu de dirigeants aujourd'hui en Europe en ont. À chaque fois, ils sont obligés de faire des coalitions pour gouverner, de faire des compromis, etc. Et là, on le voit en Angleterre, c'est un gros casse-tête, certes, mais en tout cas, voilà, il y a toutes les, entre guillemets, les tendances qui sont assez bien représentées. Là, c'est un raz-de-marée, c'est quand même un truc impressionnant, quand même. Surtout qu'on a quand même un électeur sur deux qui n'est pas parti voter. C'est la première fois, dans la 5ème République, qu'un président, a si peu de votants qui sont partis voter, aux élections législatives. Ouais. Un électeur sur 3 qui a voté pour Macron. Pour le En Marche. Bah oui, moi ça, franchement, ça me fait peur, bien sûr, mais je pense vraiment que dans le plus tard, il y aura même beaucoup de dissidences dans ce même parti, parce qu'on peut pas réellement regrouper autant de députés qui seront d'accord sur toutes les lois. D'ailleurs, il y avait, je sais pas si c'est confirmé ou pas, mais je crois que Macron voulait faire passer une circulaire à ses députés, ou les obligeant à être pour les lois qu'ils vont proposer. Alors, je sais pas si on posera. Je sais pas si c'est confirmé ou pas. On aura une candidate En Marche demain face à Jean-Christophe Lagarde. Mon cher ami Youssef, tu dois connaître Malika, je sais plus comment. Malika qui sera avec nous demain dans la circonscription de Hanan d'ailleurs. Elle est arrivée en deuxième position face à Jean-Christophe Lagarde. Elle est du mouvement En Marche et on lui posera la question parce que si c'est vrai. Bon après on n'est pas obligé de respecter les paroles, hein, tu vois. Après de toute façon il y a le 49.3. Hein. Oui, enfin les ordonnances surtout qui va. Les ordonnances c'est 49.3. Il va utiliser ça pendant le mois de juillet août. Parce qu'il y a eu des députés qui ont décidé de voter selon leurs convictions, notamment sur leur travail. Bah, qu'est-ce qu'a fait Valls? Il est passé en force. Il a fait le 49.3, c'est tout. Voilà. En tout cas, on lui posera la question à cette députée demain, future députée, pardon, ou pas d'ailleurs, si effectivement, pour être investi, eh bien, En Marche a fait signer des contrats demandant à tous ceux qui allaient être élus de bien vouloir voter les lois. On accueille l'ami Amar qui est avec nous. Salut Amar. Salut, salam alaikum. Bienvenue mon cher ami Amar avec Youssef Brakni, notre prof d'histoire, avec Houssine Ras, notre coach en création d'entreprise. Mon cher ami Amar, nous sommes le 19e jour de Ramadan. 18e, pardon. 18, faut rater un petit peu, je sais pas ce que tu bois, hein. Oui, bah de l'eau mon ami, de l'eau mais la nuit seulement. Ah bah, je sais pas, elle doit être additionnée de quelque chose d'autre, hein. Bon alors on vous écoute, 18e jour de Ramadan. Ouais, voilà, donc 18e jour du mois de sacré de Ramadan, nous sommes donc en l'an 21. Et c'est la mort de Khalid ibn Walid, rahimahullah. C'était un très grand génie militaire. Il a participé à plus de 100 batailles, dit-on, et à aucune de ces batailles il ne fut vaincu. D'ailleurs, ce génie militaire sera surnommé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'épée d'Allah. Toujours en 18 Ramadan, et cette fois-ci nous sommes en l'an 40 de l'Hégire, et c'est après l'assassinat d'Ali ibn Abi Talib, rahimahullah, le 4e des califes bien guidés, Ali, faut-il le rappeler, qui embrassa l'islam à l'âge de 10 ans. C'était un homme d'une très grande valeur, d'une très grande éloquence et d'un très grand courage. Et son cousin et beau-père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait « J'aime Ali et celui qui aime Ali m'aime ». Ali, donc, rahimahullah, sera lâchement assassiné par un certain Muljam al-Imra'i, ce lâche-là, ce maudit qui doit bien rôtir en enfer. Donc, elle nous a ravis de cet homme d'exception qui était Ali ibn Abi Talib. Et donc, à la suite de son assassinat, son fils Al-Hassan, rahimahullah, lui succédera donc le 18 Ramadan de l'an 40 de l'Hégire. En l'an 227 de l'Hégire, c'est la mort d'Al-Mutassim, rahimahullah, Al-Mutassim, qui était le 3e des fils d'Harun al-Rashid, a succédé à son père. Et faut-il rappeler que c'est sous le règne d'Al-Mutassim qu'à la bataille de Omoria, dans l'antique Phrygie, actuelle Anatolie centrale, c'est là que donc a eu lieu cette bataille entre les Romains et les musulmans, et que les musulmans écrasèrent donc les Romains. En l'an 481 de l'Hégire, c'est un certain Yusuf ibn Tashin, qui, faut-il le rappeler, a conquis Al-Andalus, qui mettra fin à la discorde entre les rois des clans en Andalousie. Il les réunira donc sous son commandement. Et nous allons finir par l'année 739 de l'Hégire, c'est la fin malheureusement de la dynastie des Morabitoun, Al-Moravides si vous préférez, et ces Morabitoun, donc leurs successeurs seront les Maulidines ou les unicitaires, donc ou les Almohades, et c'est eux qui leur
succéderont. Voilà. Donc voilà pour ce 18 Ramadan. Merci Amar, dites-moi Youssef, il n'y a pas d'erreur dans vous entre profs d'histoire, on sait jamais. Hein. Non, c'est parfait. Non, tout est parfait, tout est Ouais, bon. Tout est nickel. Bon, et ben voilà Amar, bravo. Voilà, vous êtes validé. C'est bon. Merci. Parce que Christophe, il adore qu'une chose, c'est que je me plante. Ah bah non mais faut toujours être parfait, enfin toujours donner la perfection dans l'information. Donc vous voyez, faut être au top Amar, c'est pour votre bien moi que je fais ça. Hein. Oui, c'est gentil. Bon, ça rave Tolok. On mange quoi ce soir à la maison de retraite? À la maison de repas, c'est comme ça, c'est toujours la surprise. Très bien. Bah, allez, ça rave Tolok alors. Merci beaucoup. À bientôt. Je voudrais passer un message un peu plus personnel à un des membres de l'équipe de la team LGF qui a perdu son papa Karim. Voilà, Narahmo ce matin, et lui adresser toutes nos sincères condoléances et surtout lui souhaiter beaucoup de courage. Et je sais en plus que perdre un proche, c'est déjà très difficile pendant ce mois sacré. Peut-être voilà, c'est un peu plus compliqué, difficile. Enfin, c'est jamais facile de toute façon. En tout cas, bon courage Karim, toute l'équipe et toute la team du LGF est derrière toi et te souhaite beaucoup de courage donc pour cette expérience, comment on dit, cette tragédie, voilà. Merci beaucoup. Voilà. 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone si vous voulez nous rejoindre bien sûr pour répondre à cette question. Est-ce que cette domination de la République en marche au sein de l'Assemblée nationale, écoutez bien quand même, ce sont des chiffres qui font tourner la tête, entre 415 et 456 députés en marche à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on pourrait avoir d'ici dimanche prochain. Est-ce que ça vous fait peur? En marche qui pourrait même d'ailleurs se passer des 50 députés modem. Vous voyez, pas besoin d'eux finalement. Comment ça va se passer d'ailleurs cette histoire? Ça commence déjà un peu à se fâcher entre Bayrou et Philippe. Vous avez vu là, Philippe qui dit par rapport, enfin on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs, par rapport à cette affaire de Bayrou qui aurait passé un coup de fil à Radio France. Des petites pressions bizarres entre les journalistes et les politiques en ce moment. Le Drian est à Alger, on y reviendra aussi tout à l'heure, Youssef, le ministre des Affaires étrangères qui prépare le voyage de Macron en Algérie d'ici prochaine semaine. Et Macron, il va aller en premier, c'est ça la question. Il va au Maroc demain. En premier. Voilà, au Maroc demain. Ça c'est très important pour savoir. Pour savoir quoi d'ailleurs, ça indique quoi, Youssef, d'après toi? Du coup, le penchant quoi de la nouvelle orientation française. On savait que Hollande avait choisi l'Algérie pour son premier voyage. Et d'ailleurs, il avait nommé comme secrétaire général un de ses secrétaires généraux de l'Élysée, Fawzi Lamdouya, je sais pas si vous vous souvenez. Oui, lui s'en souvient aussi lui. Ouais. Le pauvre. Le pauvre. Et même la police l'avait accusé qu'il leur demandait des pains au chocolat. C'est ça. Mais bon, c'est un arabe, donc ils ont pas supporté en fait. Voilà. Parce qu'ils le font tous, je pense. Mais en tout cas, voilà, Hollande avait choisi plutôt l'Algérie, il avait plutôt un penchant vers l'Algérie. D'ailleurs, ça avait fait créer une grande brouille diplomatique entre le Maroc et l'Algérie et la France. Pardon. La France. Ouais. C'était très tendu. Et c'est à l'occasion des attentats de 13 novembre que la France s'est s'est réconciliée avec le Maroc, notamment pour la coopération sur le terrorisme, parce que beaucoup des ressortissants étaient marocains. Et donc voilà. Et donc là, il a choisi le Maroc. Donc faut voir comment ça va se goupiller tout ça. 01 40 33 9000, allô, bonsoir, qui est là? Oui, bonsoir Christophe, Kamel à l'appareil. Ouais, Kamel, qu'est-ce qu'il y a? Je sais, encore une fois, mais bon, on est dans une semaine cruciale. Ouais. Et ce que j'avais envie de dire, bien évidemment, moi ça ne m'effraie pas ce qui se passe actuellement, je te l'ai déjà dit hier. Voilà, c'est quelque chose de nouveau, tant mieux, ça amène les gens à se révéler, ça nous permet d'avoir une meilleure perception des choses et de ce que sont les uns et les autres. En ce qui nous concerne, moi j'ai très envie de soutenir cette personne qui qui est en face d'Emmanuel Valls. Je crois que c'est essentiel que nous puissions marquer d'une manière très précise l'unité de tous ces gens qui sont dans l'Essonne. Moi j'en appelle à tous ceux qui sont là-bas, qui n'ont pas eu la démarche d'aller voter. Je vous conjure d'y aller, de soutenir cette candidate, Madame Lamri, je crois. Oui, Farida Amri, ouais. Farida Amri, je crois qu'il Amrani, pardon. Comment? Amrani, Farida Amrani. Ouais. Farida Amrani. Et moi, je voudrais lui dire, puisque tu vas la recevoir tout à l'heure au téléphone, oui. Écoute, ce que j'ai envie de lui dire, c'est que c'est une citoyenne française, elle se présente, elle appartient à cette communauté. Je sais bien évidemment qu'elle est censée représenter l'ensemble de la communauté française, c'est-à-dire en tant que citoyenne, mais qu'elle n'oublie pas d'où elle vient et où elle va, et que notre voix se fera entendre, et qu'on est de tout cœur avec elle pour faire face à Emmanuel Valls, qui a été l'homme le plus méprisable qui soit, au travers de ses insultes
à l'égard de notre communauté. Je me répète, mon cher Christophe, mais j'ai très envie que notre communauté se mobilise. Alors j'en appelle à tous ceux qui sont dans ce département. Allez-y, réveillez-vous, allez-y, nous attendons après vous et nous sommes à vos côtés. Quoi qu'il arrive, nous serons toujours à vos côtés. Merci Kamel. Merci beaucoup Kamel. Je suis tombé sur une vidéo les gars, ça m'a fait un peu bondir, c'est Jacques Attali, vous connaissez qui est en train de parler et qui s'exprimait devant les juifs de France, qui expliquait en fait qu'il y a le lobby juif, enfin les juifs être de moins en moins nombreux au fur et à mesure du temps. Et que en contrario, en donnant des chiffres, par exemple, 50 millions de musulmans en Europe contre 3 millions de juifs, et il expliquait la stratégie selon Jacques Attali. Il ne sert à rien d'entretenir ce lien, justement de cette détestation qui apparaît en permanence. Au contraire, il préconise une meilleure entente avec les musulmans, quitte même à les aider dans leurs difficultés. Il en va de la survie du peuple juif, dit Jacques Attali. Et oui, bien sûr, c'était le débat que j'avais avec certains chroniqueurs de la radio, ce que j'aurais expliqué. En fait, il a dit ça au début des années 2000. En fait, il a élaboré une stratégie, c'est qu'en fait, il avance le chiffre de 50 millions de musulmans, mais ça, c'est à l'horizon 2025. 2025, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il dit qu'en fait, les juifs vont être de moins en moins nombreux. Et donc du coup, il faut absolument empêcher qu'en réalité ne se développe une conscience pro-palestinienne encore plus importante. Il dit bien que c'est ça le problème en fait. Oui. C'est la conscience pro-palestinienne. Et donc en fait, lui ce qu'il dit, il dit qu'on devrait faire comme fait déjà la communauté juive en Angleterre, à savoir financer des imams. C'est ça. Qui vont avoir un discours en réalité du coup de normalisation avec l'État sioniste, de reconnaissance de l'État sioniste, etc., etc. Et donc en gros dire qu'en fait voilà, nous juifs et musulmans, en Europe, il faut qu'on soit ensemble. Arrêtons de nous diviser pour ce qui se passe là-bas. C'est loin le Moyen-Orient, etc., etc. C'est toute la stratégie sioniste. Et ça, c'était au début des années 2000. Moi, j'avais du mal à y croire à l'époque. Or, j'ai vu apparaître des Shalroumi, plein d'imams comme ça, autoproclamés, financés en réalité par le CRIF, mis en avant par le CRIF, adulés par les plateaux de télévision, etc. Et ça, j'ai voyé des choses se mettre petit à petit en place. Et à cela, se rajoute le fait que j'ai vu aussi, du coup, des fonds sionistes financer concrètement la lutte contre l'islamophobie. C'est-à-dire qu'en fait, ils font en sorte de financer la lutte contre l'islamophobie pour que la lutte contre l'islamophobie soit un problème purement franco-français ou européen. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est pour ça qu'on a vu des gens comme Claude Askolovitch, qui est ultra sioniste, qui refuse complètement qu'on évoque l'État sioniste, alors que par ailleurs, en France, il est à fond contre l'islamophobie. Il a des positions nickel. Franchement, moi, quand je lis, il a son livre là, Nos mal aimés les musulmans, je sais plus comment il l'a appelé. Franchement, nickel, il y a rien à redire. Il a d'ailleurs défendu la crèche Babylou, etc. Par contre, faut pas lui parler d'Israël. Ça c'est mort. Voilà. Et ça vraiment c'est la stratégie aujourd'hui des sionistes, c'est clair. Et c'est ce que va faire Macron à fond. En gros Macron ce qu'il va dire aux classes moyennes musulmanes, voilà, je vais vous proposer une intégration économique, je vais lutter contre les discriminations, on pourrait même aller avec votre voile à la limite, puisque le voile il peut s'intégrer dans le capitalisme. Par contre, voilà, vous parlez pas d'anti-impérialisme, pas d'antisionisme, etc. Oui, je crois que le décor est planté et t'es pas très loin de la réalité, mon cher ami. En tout cas, avec Jacques Attali, on connaît son côté paternaliste dans les quartiers, etc. Il a misé sur le développement économique aussi pour s'intégrer. Il est là derrière tous les présidents depuis 8 ans maintenant. Il est à travers aussi toutes les associations, les rares associations qui impactent réellement les quartiers au niveau développement économique et création d'entreprises. Il est derrière toutes celles-là. Il va à travers les pouvoirs, les décisionnaires et les banques, il va leur dire que c'est lui qui connaît bien les quartiers, etc. Moi personnellement, j'accroche pas du tout son discours, je suis pas un fan de Jacques Attali, et son discours pour moi c'est un sous-entendu de peur du grand remplacement aussi qu'ils ont tous, ils osent pas le dire, mais il y a ce côté là aussi. Donc voilà. Allez, pub dans un instant, on va pas vous remplacer messieurs, vous inquiétez pas, tout va bien jusque 19h, on est ensemble pour le grand forum avec le zapping à suivre sur France Maghreb 2. Le grand forum avec Osinras, il est là, notre ami Osinras, notre coach en création d'entreprise, notre Youssef Brakni, notre prof d'histoire, ils sont là les gars. En fait sur Facebook, j'en profite, c'est Osin RAS, parce que les gens après quand on dit RAS, ils cherchent RAS avec 2 S, etc. Ils me trouvent pas, on me l'a dit plusieurs fois, c'est RAS, voilà, Osin RAS. Sinon, c'était juste une petite précision. Ok, Osin RAS. Ouais, exact, voilà, comme sur ça. Facebook. Il demande à tout le monde de l'ajouter, là. Mais non, c'est pas ça. Oh là là, j'ai jamais vu ça. T'as vu la technique, Youssef, comment ça se passe? Je suis choqué, là. C'est Youssef. J'aurais dû rien dire. Moi, c'est Youssef Brak. C'est pas Brakni, c'est Brak. Toi, t'es sur Facebook, Brak. Ouais, oui, j'y suis, bien sûr. Ah bon? Bah oui. Oui. T'étais anti-Facebook, moi. Mais non, je suis à fond et je suis très pertinent, en plus. Ah bon? Ouais, je peux te dire. Parce que sur Twitter, tu y es aussi. Twitter, oui, mais je suis pas très actif. Alors, sur Facebook, je suis très actif. Youssef Zuckerberg. Ouais. Ah, y'a Moha qui est avec nous depuis Orléans. Salut, moi. Salut Christophe, salut à la belle équipe, à la belle, à la belle indépendance, les gens lucides et éclairés. Wow. Donc mes frères, j'ai été coupé hier parce que faute de batterie, comme on dit, j'étais trahi par
la technologie. T'as travaillé par ton simplement téléphone, pour mon vieux. rebondir Les par aléas du rapport au direct. message Ouais. que nous voulons tous porter par rapport à cet événement, qui va être exemplaire en termes de mobilisation de notre communauté, parce qu'il y a une sanction à porter et qu'elle soit claire et nette sur Évry et à l'ensemble de toute la population, tous ceux qui sont pas sortis, il faut qu'ils sortent, parce que au final de ça, à travers tout ce qu'on a pu subir depuis des années, à travers les attitudes et le comportement et les insultes de ce personnage qui s'est trouvé au-dessus, avec le mépris total de nos communautés, eh bien, on va lui renvoyer l'ascenseur. Et j'appelle à tous mes frères du continent africain et des îles de se mobiliser afin de porter la parole pour Farida Amrani, qui est notre belle porte-parole et qui serait le plus beau symbole, que ça soit une femme qui récupère, on va dire, qui va plus est d'origine maghrébine. Hein. ramener les oreilles. On va lui ramener les oreilles, comme on dit. Voilà. Et donc, j'appelle à tous mes amis de se mobiliser le 18 et d'aller voter pour la France insoumise. Voilà, tout simplement. Merci moi. Bah, écoute, c'est entendu. Et je te remercie du fond du cœur et continuez et restez mobilisés. Et je salue mon frère Kamel de loin, qui est toujours là, présent, et je soutiens et je partage entièrement. Et les frères, il va falloir se compter. Maintenant, il va falloir se bouger, il faut arrêter d'être inactif. Et qu'ils sortent de leur gueuler derrière un téléphone, c'est facile, mais agir, c'est mieux, non? Voilà, Christophe, rappelle-le sincèrement jusqu'à dimanche, jusqu'à vendredi soir, puisque ça s'arrête à minuit. Eh bien, le seul message dans les quartiers, sortez, n'allez plus discuter maintenant, c'est le bulletin de vote. Voilà, on joue la citoyenneté à part entière, et qu'on le rappelle qu'on est des Français à part entière, même si on a des origines. Et vive l'Algérie et vive la France. Merci mon pote, merci beaucoup. Il y a une autre circonscription aussi qui nous intéresse, Hossein, c'est du côté de Sarcelles, là vers chez toi là-bas. Ouais. François Pupponi et Sami Débat qui est arrivé, qui est un candidat sans étiquette. Ouais. Et qui est arrivé et s'est qualifié pour le second tour. Exactement. Incroyable quand même. Belle performance, 14% il a obtenu, je crois. Ouais, 14% face à Pupponi qui a fait 37%. Pupponi qui est un candidat ultra-sioniste, faut-il le rappeler, voilà, donc qui communautariste en plus. Communautariste à mort, vice-président de France-Israël. Voilà, entre autres. Donc là aussi, il y a une autre circonscription qui nous intéresse. Donc c'est Sami Débat que nous recevrons ce jeudi. Notez bien le rendez-vous à 18h, il sera avec nous en studio. Sami Débat, qui est l'ancien président du CCIF, notamment, pour ceux qui... Exact. Mais après, il a fait un sacré coup quand même, hein, parce que... Franchement, fallait oser, hein. Bah oui, parce que beaucoup n'avaient pas parié sur un si grand score, hein. Tout le monde pensait qu'à la limite, bon, il allait faire... Il y avait 16 candidats quand même, 16 candidats. 16 candidats, et puis surtout, comme tu disais tout à l'heure aussi, il est arrivé premier à Garges. Exact, il est arrivé premier à Garges. D'ailleurs, c'est une grosse part de son électorat, c'est Garges surtout. Ouais, vraiment, ça... Alors, sur le pourcentage... Franchement, je suis pas étonné ni sur le nombre d'électeurs, mais qu'il arrive deuxième et qu'il passe au second tour, ouais, je suis étonné. Ah oui. Parce que ça représente combien de voix, du coup, 14%? Presque 2000 et quelques. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais. Pupponi en face, il a fait presque 7000 voix. Avec 7000 voix, on arrive maire à Sarcelles. Sur une ville de 65 000 habitants. Ouais. Oui, mais Pupponi, ça fait des années. Le gars, il est arrivé comme ça, du jour au lendemain, c'est quand même, voilà. Mais, il y a aussi un autre truc qui paye, c'est qu'il y a un gros dégoût du maire en place, du député maire en place dans la ville. De la part des citoyens, donc ça aussi ça a penché. Et dans la ville de Garges, il y a vraiment une indépendance, et comme ils connaissent Sami Débat, ça a beaucoup marché sur Garges. C'est sa ville d'origine, et franchement c'est là où il y a eu le gros impact, et il faut continuer là-bas, je pense, pour lui. Ouais, alors il sera avec nous donc ce jeudi à 18h. On aura aussi une candidate demain qui est arrivée face à Jean-Christophe Lagarde. Alors il y a des petites, je sais pas si t'as vu Youssef, il y a des petits tracts qui circulent sur Lagarde. Qui le parodie d'ailleurs, c'est assez marrant, qui a été distribué dans les habitants de Drancy. J'ai pas vu. T'as pas vu? Bon, je t'enverrai ça. Ouais. Donc c'est une candidate en marche face à Jean-Christophe Lagarde, qui n'hésite pas d'ailleurs à parler de cette candidate d'un véritable réseau Lagarde sur Drancy, un phénomène Lagarde. Il a passé la mafia Lagarde, dit-elle. Mais c'est un couple le truc. Ouais. Est-ce qu'il a intronisé sa femme récemment là? Exactement. Je crois qu'il a donné la mairie. Et lui reste député. C'est souvent comme ça. Et c'est il a dit clairement, il a dit voilà, je passe la mairie à ma femme. Ouais. Donc voilà. Après, ces gens-là nous font des leçons à nous. Et pour la dernière fois à Sarcelles, il y a Pupponi, justement, qui est ultrationniste, qui organise une soirée jeudi soir à Sarcelles pour sauver la République.
Non. Une soirée de soutien, il a appelé Sauvons la République. Ah, en référence à Samy Débat. Exactement. Ah ouais, c'est mort. Mais alors, il paraît qu'ils arrêtent pas de se chamailler. traquer sur ensemble sur Facebook. Par réseau interposé, ouais. Ouais, voilà. Ouais, mais là c'est grave, c'est-à-dire qu'il va jouer le coup du barrage républicain en fait. C'est-à-dire que c'est sauver la République, c'est vraiment c'est pour l'extrême droite. Et d'ailleurs, hier, là, ce qui est choquant, ce qui m'a étonné d'ailleurs, c'est que Chantal Grosnier, un truc comme ça, la représentante de l'UDI, qui est très présente dans la ville, une des opposantes qu'on voit le plus souvent, qui se bat même conseil municipal à chaque conseil, etc., qui a fait un score de 12% à peu près, qui a appelé à voter pour Pupponi. Ouais, ça m'étonne pas. Avec grand regret, elle écrit. Ouais, c'est étonnant parce que en face pour eux c'est 4 pire. En fait, on est leur plus grande hantise en réalité. Leur plus grande hantise, c'est que nous, en fait, dans les quartiers populaires et tout, il y a une figure qui vienne et qu'on porte et qui prennent une mairie, qui prennent leur siège, tu vois. Et Dassault qui a voté à Appelé Valls. c'est exact. Ouais. Faut savoir que nous, on est une ville très communautariste, mais imposée. C'est-à-dire que les populations, elles vivent très bien entre elles, etc. Il y a un réel rejet du communautarisme comme il doit être fait. Donc Pupponi, en traitant les autres de communautaristes, mais en fait, il connaît très bien ce jeu du clientélisme, de la séparation des communautés pour mieux les gérer les unes à côté des autres. Maintenant, à savoir si en face c'est encore mieux pour après, moi je saurais pas je suis plus impacté par vous parce que j'y habite. Donc je saurais pas me prononcer sur le sujet. 01 40 33 9000 évidemment, on vous intercepte à n'importe quel moment. Mouloud avant le zapping. Salut Mouloud. Allô, bonjour Christophe, bonjour à tes invités. Salut les gens. Je souhaite le succès de Madame Amrani, mais j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai appris ce matin que Monsieur Varin, là, celui qui arrive 3e LR, il appelle à voter Valls. Pourquoi c'est une mauvaise nouvelle, vous croyez? J'espère que non. J'espère que les gens sont mobilisés. Mais moi, j'appelais pour une chose. Non, c'est pas étonnant. Si vous êtes au courant, il va pas appeler à voter à Brani. C'est ce qu'on vient de dire sur sa midi à débat, en fait. C'est normal. Oui. C'est normal. C'est logique. Entre eux. C'est LR, il va pas appeler à voter à Brani. Jamais. Il avait Ouais. Elle est trop indépendante. Sinon, ce que je voulais dire, Christophe, je sais pas si vous êtes au courant. Moi, je suis en Seine-Saint-Denis. Il y avait 9 députés socialistes. Il n'y en a plus un seul. Ils sont tous partis. Par contre, je voudrais raconter une anecdote. Ce qui m'est arrivé, Christophe, la semaine dernière. J'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Ramsey Hamadi, qui sortait d'un pressing à côté de chez moi. Alors je l'ai interpellé. Je souhaitais depuis longtemps. Je l'ai interpellé très gentiment, sans agressivité. Je lui ai dit, Monsieur Amrani, je vous ai pas entendu à l'époque. Allô? Monsieur Ramsey Hamadi, oui. Monsieur Hamadi. Ramsey Hamadi. Exact. Député, ex-député c'était mon député. Je suis bien convaincu que ça va. Et je lui ai dit, Monsieur Hamadi, je vous ai pas entendu, vous et Madame Belkacem et consorts, quand il y a eu l'événement de Gaza, les milliers de civils qui ont été massacrés et tout. Et puis je lui ai dit à un moment, vous saviez que Monsieur Valls avait planté un drapeau palestinien? Ça vous a pas choqué les déclarations qu'il a faites ensuite sur Israël? Et je lui ai parlé du boycott, tu sais Christophe, l'histoire du boycott. Pendant 5 ans, vous avez rien fait. Alors je lui dis, Monsieur Hamadi, vous appelez bien Monsieur Hamadi le matin. Quand vous vous réveillez, vous voyez bien Ramsey Hamadi dans une glace. Et il m'a regardé. Et tu sais ce qu'il m'a répondu à la fin, Christophe? Il m'a dit, c'est du superflu tout ça. Il a perdu. Véridique. Il a fait 9%. Ça m'a écœuré. Tu sais ce que je lui ai dit, Christophe? 9%. Non. Et je lui ai dit, j'espère que vous serez balayé. Et il a été balayé comme les autres. Ah, les Doha, c'est puissant. Tout comme l'autre, le député des Yvelines, là, le petit de ex-SOS Racisme, comment il s'appelle? Malek Bouti. Oui, il a été balayé aussi. Non, c'est l'Essonne, lui, Tu vois, comme quoi il y a bien une justice. Bah oui. Merci Mouloud, merci à toi. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Voilà. Mais c'est vrai que Ramsey Hamadi, il a fait, waouh. Il a fait 9%. Ouais, je suis trop content. Alexis Corbière, il est bien placé là ça va être chaud pour lui ou pas? Alexis Corbière, ça fait face à En Marche du coup, mais il a un plus gros report de frappe parce qu'il y avait 21 candidats sur la circonscription et tous de gauche. Ah ouais. Quasiment, tu vois, t'avais que un FN et un LR, mais ça va aller vers Alexis Corbière, toutes les voix de gauche. Donc à mon avis, il envoie la tâche favorable quoi. Bon, eh bien écoutez, affaire à suivre. Allez, c'est parti pour le zapping. On va commencer par un petit pétage de plomb qui s'est passé ce matin à la radio, signé Jean-Jacques Bourdin. Il en a marre de la publicité et du coup il se dit peut-être qu'en septembre je reviens plus, j'en ai ras le bol. Écoutez. 2 pages de pub, on va essayer de faire un peu de radio, ça va pas être facile, mais Éric Brunet et Laurent Neumann sont là. Bonjour Jean-Jacques. Vous savez, je vais vous dire, à mon âge maintenant, de plus en plus, où je reste à l'antenne, je dis ce que je pense, ou je me casse. Quand vous dites je me barre, quand vous dites ce que vous pensez, vous allez pas faire comme Guénaud. Vous n'allez pas faire comme Guénaud quand même, qui dit ce qu'il pense. Mais c'est pas pareil, parce que moi je respecte les auditeurs. Et que je suis justement, je me mets à la place de l'auditeur, qui n'en peut plus de tout ça. Alors je vais vous dire, et comme je suis exaspéré comme l'auditeur, moi il y a 2 solutions. Soit j'arrête la radio le matin, j'arrête.
carrément, pourquoi pas, vous savez, après les vacances ou pas. Peut-être que je reviendrai pas après les vacances, tiens, parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Bien, Éric Brunet, Laurent Neumann. Il a pété les plombs Bourdin ce matin. À cause de la pub. À cause de la pub, parce qu'il a dit qu'il y a trop de pub, qu'il y en aura le bol, on peut pas faire de radio correctement. Moi, à mon avis, pendant l'entracte, ils ont dû lui dire de pas dire des trucs comme ça, il a pété un plomb, parce qu'il dit, soit je dis ce que je veux, il l'a dit. Donc à mon avis, entre deux, ils ont dû Non, mais le reprendre. pourquoi il va pas sur Radio France? Bah oui, y a pas de pub. il y a pas de pub sur Radio France. Enfin, effectivement. Donc Bah oui, monsieur Bourdin. Bah oui, c'est allez vrai. hop, allez remplacer Cohen là, il s'en va sur Europe 1 lui. Je vois t'es perplexe aussi. Non, que le soir, non, c'est pas à partir Non, ça c'est France Télévisions, Ça c'est la télé, mon ami, c'est la aussi. télé. Non, t'inquiète pas, France Inter. on maîtrise nos dossiers. France Inter, il y a pas de Très pub ou bien, quasiment très de pub, quasiment pas de pub en tout cas. Il y en a quelques-unes maintenant, mais pas grand chose. Car Bah oui, rien à parce voir. que maintenant en plus ça s'écoute beaucoup en ligne la radio. Oui, Tu sais les podcasts et tout, les émissions. Comme France mais c'est vrai Maghreb que 2, quand t'écoutes RMC ou toutes ces radios généralistes, t'en as ras-le-bol de la pub. Ah ouais, Et d'ailleurs, même France Maghreb 2, il y en a ras-le-bol aussi de la pub, je vous le dis tout de suite. Moi, je vous le dis tout de suite, il y en a ras-le-bol de la pub. C'est quoi, la rentrée, tu reviens pas? Moi, j'allais parler de la nouvelle parce que je reviens pas application. au mois de septembre, j'en ai rien à fiche. Je reviens pas, mais il y a trop de pubs sur cette radio. On va revenir sur le Oh. gros pétage de plomb de Christophe cet après-midi. Comment faire le buzz? Voilà. Bon, qu'est-ce que tu veux parler de l'application? Non, j'allais parler de l'application, mais toi t'as parlé des pubs. J'allais dire que voilà, nouvelle application qui se met en route, en place. Ouais, mais elle est pas encore au top, hein. Voilà, Elle a on pas va très bien attendre un travaillé. petit hein. Mais télécharge-la quand même, vous allez voir, il y a des mises à jour qui arrivent. Sur Android, elle est pas encore, hein. Sur Apple, elle y est. Non. Sur Apple, elle y est, ouais, sur Apple. Mais l'ancienne version, elle est très bien déjà aussi sur Android, donc c'est cool. Ouais, mais, moi en fait j'ai fait la connerie, j'ai désinstallé, du coup j'ai plus rien. Voilà. Bon, ceci étant, on va vous inquiétez pas, on vous prépare un petit truc sympa, l'application, le site internet aussi qui fait affaire peau neuve. Bref, mais ça n'empêche qu'il y a trop de pubs, surtout pendant le Ramadan. C'est la folie. Ouais. Bon, dans le zapping, bien sûr, prudence, ne pas crier victoire. Pour cet entre-deux tours, en tout cas, malgré le raz-de-marée en faveur des candidats de la République en marche, qui s'annonce, puisque d'après la projection, la formation présidentielle pourrait contrôler au moins 400 députés sur les 577 que compte la Chambre. Parmi ces voix prudentes, il y a celle du Premier ministre, Édouard Philippe. Il souligne qu'il n'y a pas de victoire au premier tour et choisit l'occasion pour reparler du projet de retour de la proportionnelle. Édouard Philippe, écoutez-le. Le président de la République s'est engagé et a considéré qu'il fallait corriger le mode de scrutin actuel en y introduisant une dose de proportionnelle. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je pense qu'il est utile qu'une dose de proportionnelle soit introduite à l'Assemblée nationale. Vous savez d'ailleurs qu'elle existe déjà au Sénat. Une dose de proportionnelle à l'Assemblée nationale, non seulement ça ne me choque pas, mais je pense que c'est utile parce que ça permet d'ouvrir la répartition des sièges à des courants politiques qui ont du mal à franchir le cap démocratique, j'insiste là-dessus, du scrutin majoritaire. Donc, je pense que c'est utile. Après, il y a un sujet sur la dose. Est-ce que c'est une petite dose? Est-ce que c'est une dose totale? Bon, là, il y a un sujet. Je ne sais pas si ce sera 10 ou si ce sera 20. C'est quelque chose qu'il faut regarder dans le détail pour savoir combien de parlementaires restent à l'Assemblée nationale et comment est-ce qu'on organise la nouvelle Assemblée qui résulterait... Avec moins de députés. Avec peut-être moins de députés sans doute, mais aussi avec des modes de scrutin différents. Voilà, Édouard Philippe qui se prononce pour la proportionnelle. Vous y êtes pour aussi, vous? Bah oui, c'est ce qui est le plus démocratique, Bien mais moi j'y crois pas qu'il la fera, ça m'étonnerait énormément. Il dit ça parce qu'il est en pleine campagne législative là. Mais c'est impossible. Il en a profité ce matin, donc Édouard Philippe, pour adresser un message à son garde des Sceaux, François Bayrou, qui s'était plaint auprès de la direction de Radio France du travail de certains journalistes. Eh bien, le chef du gouvernement a rappelé à son ministre son devoir d'exemplarité en ajoutant « On ne peut plus réagir comme quand on est un simple citoyen ». Il lui a répondu, Bayrou, en lui disant « Tant que j'aurai envie de dire quelque chose, je le dirai ». Voilà. Donc on sent que... je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il risque d'y avoir une petite fissure avec le modem là, non? Ouais, et puis Bayrou il prend trop de place. Il prend trop de place et puis on se rend compte finalement que le résultat de cette élection est bien plus que ce qu'on attendait, et que le modem finalement on en a plus besoin quoi. Voilà. Ouais, ils peuvent s'en passer largement. Ça c'est clair. Ouais, c'est pas négligeable tout de même 50. Oui, mais 50 bon, députés. ils en ont pas besoin, très honnêtement. Ouais, ils en ont pas besoin. Vraiment. La majorité absolue. Ils ont la majorité absolue, bien sûr. de chez absolu. Alors du côté du parti des Républicains maintenant dans le zapping, qui tente de sauver les meubles et son créneau, c'est d'alerter sur la politique économique d'Emmanuel Macron. Et écoutez sur ce point-là le député Marc-Philippe de Bresse. C'est un tsunami, mais quand la mer se retire, il y a beaucoup de dégâts après les tsunamis. Donc nous appelons à une mobilisation pas seulement des électeurs de la droite et du centre, nous appelons les abstentionnistes pour leur dire attention. La hausse de la CSG, ça va toucher plusieurs millions de personnes. Ça va changer beaucoup de choses pour votre vie quotidienne. Monsieur Macron est à peu près assuré d'avoir une majorité. Ne lui donnez pas le pouvoir absolu parce que vous aurez des grosses désillusions derrière.
Ouais, eux aussi ils sont à la ramasse, les Républicains, mais le pire je crois que c'est le Parti Socialiste quoi. C'était qui là qui a parlé? C'était le député donc Marc-Philippe Debresse. Ah, ok. Voilà. Qui adresse donc une mise en garde à l'attention des abstentionnistes qui ont été quand même, rappelons-le, les plus nombreux dans cette élection. D'abstentionnistes record dans la 5ème République quand même. Hein. Le pire c'est en Seine-Saint-Denis, je crois qu'il est 25% je crois. Ah oui. Je crois que c'est en Seine-Saint-Denis, c'est ça. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les quartiers ouverts. En tout cas, c'est un électeur sur deux qui ne s'est pas déplacé aussi. Ouais, à l'échelle nationale, mais quand on fait des focus sur les quartiers populaires, ça fait des bureaux de vote où je crois il y a personne qui est venu voter. Parce que 25%, ça fait un électeur sur 4 qui est parti voter. Il y a 3 sur 4 qui sont pas partis. Ouais, c'est ça. 25%, c'est grave. C'est hallucinant, ouais. C'est depuis 1958, je crois que ça n'est pas arrivé ce type de... Ouais, et je vous dis, quand on regarde pas, en tout cas dans ma ville, j'ai fait l'expérience, j'ai regardé des bureaux de vote où il y a des quartiers, enfin, je sais pas, je crois qu'il y a 60 votants ou 70 votants, un truc comme ça. Ouais, j'imagine. Tu vois, c'est-à-dire que personne n'est pas parti voter, c'est chaud. Non, mais après, je les comprends, les gens, enfin, je veux dire, ils sont épuisés, je veux dire, tu sens que, voilà, il y a comme un goût d'arnaque, en fait, tu vois. Macron, je sais pas pour vous, mais à chaque fois, on a l'impression qu'on se fait arnaquer. Dès que je le vois parler, ça fait mal. C'est différent, on peut rien faire. Ouais, on dirait que tu peux rien faire. Et tu l'as vu depuis 2 ans, on le voit ce truc, on peut rien faire. Et on sentait tous la patate venir, tu vois. Et voilà, tu regardes impuissant. C'est peut-être parce que ce qu'il a fait, c'est tellement impressionnant. En moins de 2 ans, le parti n'était même pas connu. Aujourd'hui, franchement, respect pour ça. 400 députés, un gouvernement, et il rencontre tous les grandes puissances du monde pour les Hamas se confronter, mais j'y crois pas trop. Bah, c'est étonnant pour le commun des mortels. Donc, indirectement, inconsciemment, on lui donne du pouvoir directement. On a la flemme de lutter, je pense pas. Ouais, bah oui. Et en plus, c'est une régression sur tout, tu vois. C'est-à-dire que même, par exemple, la composition du gouvernement, on l'a dit, il y avait pas de femmes, pas de diversité, à part 2 ou 3. Tu vois, il en recule sur tout par rapport à Sarkozy et Hollande, et ça passe. Alors, on évoquait l'échec du Parti des Républicains. La casse est bien plus importante du côté du Parti Socialiste, qui enregistre une défaite historique. Alors, si les tendances du premier tour se confirment depuis ce dimanche, donc ce PS devrait recueillir entre 15 et 30 sièges, alors qu'il contrôle aujourd'hui la moitié de l'Assemblée nationale, quand même. Après l'échec donc de la présidentielle, la crise s'aggrave au sein du parti. La journée d'hier était marquée par la sortie du frondeur Gérard Filoche, qui s'en est pris, vous allez l'entendre, à François Hollande. C'était hier matin, juste avant le bureau national du PS. C'est du bon Gérard Filoche, écoutez. On pouvait, après les municipales, modifier les choses. On pouvait, après les régionales, modifier les choses. On pouvait ne pas faire la loi El Khomri. On pouvait ne pas faire le CICE. On pouvait ne pas s'engluer dans l'histoire de la déchéance de nationalité. On avait tout, la gauche, en 2012. Tout, absolument tout. Le Sénat, l'Assemblée, les villes, les régions. Et Hollande nous a tout fait perdre. Hollande, pendant 5 ans, a trahi la gauche. Et pendant 5 ans, la gauche, au lieu de faire une politique de gauche, elle a fait une politique de droite. Et quand on fait une politique de droite, on perd comme on vient de perdre. Gérard Filoche, il a tout dit, hein. Il a tout dit. Ouais, on comprend pourquoi il a été un peu quelque part empêché de participer à la primaire, lui, Filoche. Ah oui, non mais c'est clair. Non mais après il a trop raison. C'est clair que c'est Hollande le seul. Un vrai coup de gueule en tout cas. Hein. Ah oui, si un seul responsable. Après, comme l'a dit un des auditeurs juste avant là, c'est qu'en Seine-Saint-Denis, il y a plus de députés PS. Ouais. 0. C'est impressionnant. Ça c'est soit France Insoumis, soit PC, soit En Marche. Non, en Ile-de-France, il y a une grosse vague En Marche. Nous, dans le Val d'Oise, je crois qu'il y en a 7 sur. À Paris, regarde Paris. Toutes les circonscriptions En Marche. Ouais, c'est ça. Paris, toutes les circonscriptions en plus, franchement, la vérité, c'est beaucoup de visages inconnus. Oui, mais c'est ce qui fait peur. J'ai vu un truc pertinent à la télé, il disait que justement, c'est des personnes qui ont voulu se présenter et qui se sont présentées. Donc, il y en a plein dans des villes qui ont eu des étiquettes En Marche alors qu'ils y connaissent rien en politique. Peut-être un peu dans. Ils sont coachés et tout. Ils sont coachés. Et l'étiquette En Marche, ça a beaucoup payé. J'aimerais bien, je suis disponible. Mais c'est Dupénel qui a dit, tu mets l'étiquette à un âne, il gagne. Mais c'est ça. Ouais. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé, moi j'ai l'impression, dans certaines villes. Non mais c'est clairement ça. C'est vraiment l'étiquette qui a tout fait, et en fait on voit que pour ceux qui sont partis voter, pour ceux qui sont pas partis voter, il y a une discipline en fait. Tu vois, c'est-à-dire que tu votes pour la majorité présidentielle. Messieurs, dames, réveillez-vous, dans un instant, elle est connue et elle a du poids sur elle. Elle a aussi beaucoup d'attentes concernant cette élection de dimanche, ce deuxième tour. Elle s'appelle Farida Amrani. Elle sera avec nous dans un instant. Elle représente la France insoumise. Et telle une grande insoumise, elle va essayer de dégager Valls de ce poste de député qu'il entend essayer de conserver pour rester quelque part un peu en politique. On lui offre la porte de sortie à Valls. Merci Farida. Dans un instant, on la retrouve, Farida Amrani, candidate donc France Insoumise face à Valls dans la première circonscription de l'Essonne. C'est là où se concentrent beaucoup d'attentes. Une autre circonscription
dans le Val d'Oise cette fois-ci, nous intéresse aussi. On en reparlera plus longuement jeudi avec Samy Deba qui sera notre invité ce jeudi à 18h. Le grand forum, messieurs dames, sur France Maghreb 2 jusque 19h avec ce soir notre prof d'histoire Youssef Brakni et notre coach en création d'entreprise monsieur Osinras qui sont avec nous ce soir. Avant d'accueillir notre invité dans un instant, Farida Amrani, candidate insoumise du côté de la première circonscription de l'Essonne face à Manuel Valls ce dimanche. Je voulais vous parler de ces visites parce qu'il y en a plusieurs et notamment le ministre français des Affaires étrangères, donc Jean-Yves Le Drian, est arrivé à Alger hier soir. Une visite de 24 heures, la première visite officielle française en Algérie depuis l'élection d'Emmanuel Macron. La victoire du président français avait été saluée par le président Abdelaziz Bouteflika. Jean-Yves Le Drian doit rencontrer le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messael et le nouveau Premier ministre Abdelmajid Betoun. Une visite qui doit être centrée sur les questions sécuritaires régionales dans le Sahel mais aussi dans Libye. Et elle sera aussi l'occasion de savoir si le président Macron tiendra les promesses faites à Alger lorsqu'il était candidat. Est-ce que vous vous rappelez des promesses qu'il avait données notre ami Macron? Bien sûr. Oui. Condamnation de la colonisation comme un crime contre l'humanité. Oui, mais pas seulement. Quoi? Pas seulement. Il avait fait le déplacement donc à Alger, vous vous rappelez, et après son élection, la présidence algérienne avait publié d'ailleurs un long communiqué de félicitations, certaines que le nouveau président permettrait une réconciliation authentique entre les deux pays. La visite de Jean-Yves Le Drian, donc, qui doit préparer celle d'Emmanuel Macron dans les prochaines semaines, permet d'entrer dans le vif du sujet, alors que le G5 Sahel qui se réunit début juillet doit s'accorder sur une force euro-africaine de lutte contre le terrorisme, alors que l'Algérie tente de faire aboutir la médiation en Libye. Jean-Yves Le Drian va devoir montrer quelle sera la politique extérieure de l'Élysée. Emmanuel Macron avait promis qu'il serait en rupture avec François Hollande dans ce domaine. Il avait expliqué à Alger au mois de février se battre contre le terrorisme, oui, mais avec une stratégie de construction de la paix et de construction d'accords politiques. Voilà ce qu'il avait entre autres promis à Alger lors de sa venue en tant que candidat à l'époque. On va voir comment ça va se traduire. Vous y croyez, vous? Je sais pas, parce que sa dernière visite là dans le Sahel, quand il est parti rendre visite aux forces françaises au nord du Mali, franchement non, il était vraiment dans la continuité de François Hollande à fond, quoi. Ouais. Aucune critique de cette intervention, aucun bilan, alors que c'est une catastrophe, ça ne marche absolument pas, il y a des attentats tous les jours, c'est juste une force qui est là pour s'assurer des intérêts français, à savoir l'uranium et l'or qu'il y a dans le nord du Mali et le Niger à côté. C'est juste, ça ne sert à rien d'autre, et donc du coup on va retomber dans les mêmes travers, et comme je vous le dis encore une fois, chaque jour il y a des attaques. Chaque jour il y a des attaques. Rappelons que Emmanuel Macron lui se déplace et a choisi de se déplacer au Maghreb pour le premier pays, c'est le Maroc, demain, pour une visite de 24 heures. D'ailleurs, il y a une lettre ouverte qui a été envoyée à Macron de la part des contestataires, des manifestants du RIF. Une lettre adressée donc à Macron. On va voir si ça va être évoqué. Est-ce que l'affaire Leïla Ishi va être évoquée aussi? Aussi, mon cher Youssef. D'ailleurs, elle est en tête, elle, hein? Elle est en tête. Oui, elle est en tête. Elle est en tête, mais c'est assez serré quand même. C'est serré avec, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, celui qui voulait pas d'elle, le Marocain. Ouais, voilà, le Marocain, effectivement. J'ai oublié son nom, c'est lui qui va l'affronter au second tour, mais bon, je pense qu'elle est bien partie, hein. Alors, les deux, eh bien, justement, revendiquent une investiture en marche, sauf qu'ils l'ont pas, quoi. Il y en a aucun des deux. Enfin, si, elle l'a eu, je sais pas quoi. Ouais, mais apparemment, lui. Elle l'a eu, mais enfin, c'est un peu bizarre parce que En Marche ne soutient pas officiellement, ne soutient aucun candidat. Voilà. Oui, mais en vrai, ils soutiennent les Laïchi. Je sais pas. Il y a des petites bisbises à l'intérieur avec Barry Zakiri, etc., qui soutient pas forcément Leïla Ishi et qui considère que c'est elle qui doit avoir le poste, enfin être la sénatrice parce qu'elle est plus âgée, etc. Voilà, c'est une histoire d'ego encore dans l'histoire. Hein. Mais bon. On en reparlera en tout cas plus en détail quand on aura plus d'informations. Pour l'heure, messieurs dames, direction la première circonscription de l'Essonne où vont s'affronter ce dimanche un certain Manuel Valls et une certaine Farida Amrani, candidate insoumise. Bonsoir Farida. Bonsoir tout le monde. Bonsoir et bienvenue Farida. On s'était parlé la semaine dernière. Bon, on avait envisagé que vous soyez au second tour, c'est fait. Bravo Farida, avec un score de 17,45, c'est ça? 17,61. 17,61, il faut surtout pas perdre de points. Bravo. Un retard de 8 points sur Manuel Valls. Farida, c'est possible là Farida? Bien sûr que c'est possible, on y travaille. Là, au moment où je vous parle, je suis au parc aux Lièvres et on fait du porte-à-porte. On va à la rencontre justement des Français qui ne sont pas déplacés pour aller voter au premier tour. Moi, j'ai envie de comprendre pourquoi les gens ne sont pas déplacés, parce qu'on a besoin de comprendre, de discuter avec eux et surtout des inciter à aller au second tour.
Alors, est-ce que vous avez justement rencontré des électeurs qui vous ont parlé depuis dimanche et vous ont expliqué, enfin, est-ce qu'on arrive à comprendre comment Manuel Valls arrive en tête à Évry? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de clientélisme, comme beaucoup le dénoncent? C'est ça, vous avez tout à fait résumé. Il a un socle donc de 25%. Les sondages disaient 30, donc là c'était 25 à peu près. Son socle s'est déplacé au premier tour pour aller voter, effectivement, bien ciblé. Il a eu le soutien, il faut le dire, dès le premier tour du maire de droite de Bondoufle, Monsieur Hartz. Donc il a dragué l'électorat de droite. Ouais. Donc effectivement, à Évry, il y a un système de clientélisme qui est là. On peut pas fermer les yeux. Il existe, il est réel. Il est conseiller municipal de la ville d'Évry. Donc la ville d'Évry, c'est lui qui la tient. Les associations aujourd'hui, elles sont financées par des fonds publics. C'est des subventions. Donc voilà, tout est dit. Je pense aujourd'hui, vous imaginez la difficulté qu'on a eue pour avoir un local. Pour faire notre déclaration du premier tour, ouais. Pour se réunir, on a dû aller à Corbeil parce qu'à Évry c'était pas possible. Et pourquoi c'était pas possible? Parce que tous les commerçants, les commerçants ont peur en fait qu'on leur dise écoutez voilà, vous pouvez plus vous mettre en terrasse, il y a plus on vous accorde plus la terrasse, on vous accorde plus ceci et ils vont être titillés. Vous entendez, monsieur Lam? C'est de l'intimidation, ça. C'est de l'intimidation, Farida. Oui, c'est de l'intimidation, on a l'habitude ici. Les méthodes pas grave. qui sont dans plein de villes. C'est des méthodes, effectivement, qu'il faut, il tant que ça cesse, Farida. Alors, c'est vrai que là, aujourd'hui, vous savez que dans notre radio, depuis quelques jours, depuis dimanche, les auditeurs appellent. Et alors, on ne parle que de votre circonscription. Les auditeurs sont à fond, à bloc, même ceux qui sont pas dans votre circonscription, appellent à se mobiliser, à voter Farida Amrani, parce que on sent qu'il y a une détestation de Manuel Valls depuis de nombreuses années. On peut dire qu'il a pas fait grand chose pour éviter cela. Il a cherché un peu, voilà. Donc, si vous voulez, vous représentez quand même une certaine attente de cette communauté franco-maghrébine, franco-musulmane, appelez-la comme vous voulez. Mais encore faut-il qu'elle se déplace, parce que c'est le problème. Elle est très très présente pour gueuler, pour faire simple. Oui. Mais pour agir, il n'y a pas beaucoup de monde pour aller dans les bureaux de vote. C'est 5 minutes, franchement, c'est 5 minutes du temps de chacun et chacune, 5 minutes de votre temps. Allez voter dimanche parce que vous pouvez changer vraiment beaucoup de choses dans cette France. Vraiment. Vous imaginez même pas ce qu'on peut changer dimanche prochain tous ensemble. Farida, dites-moi, puisque je vous ai au téléphone, moi je suis dans la 9e circonscription, je crois, de l'Essonne. Il n'y a pas moyen de changer ma voix avec quelqu'un d'autre, parce que moi je vous la donne tout de suite. Bien, je crois qu'il y en a plein en France qui aimeraient faire ça. Il y en a énormément en France qui aimeraient faire ça. Mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est inciter toutes les personnes qu'on connaît qui habitent sur la circonscription d'aller voter dimanche, parce que je vous dis, c'est 5 minutes du temps, mais ça peut changer énormément de choses pour les Français. Moi j'ai une question, parce que bonsoir Farida. Bonsoir. Mais comment Valls a pu faire ce score? Qui vote pour lui sociologiquement? Alors énormément, en fait, son lectorat il est classique, je veux dire, c'est l'électorat, c'est nos aînés. Dans les maisons de retraite, c'est parce que ici il y a un club de retraités qui est très actif et qui reçoit beaucoup de subventions et qui font plein de choses. Donc avec la mairie, ils ont un repas magnifique. J'ai assisté cette année, franchement, un repas de fin d'année magnifique. Sauf que la différence, c'est que nos jeunes n'ont rien du tout. Voilà. Ouais. Parce qu'ils votent pas. Voilà, vous avez compris. Ouais, comme ils votent pas, du coup, ils sont ça. Comme ils votent pas, ils sont pas intéressants et à eux, on leur ferme la porte et on leur dit. Mais c'est ce que leur dit souvent depuis de nombreuses années ici dans cette émission en particulier. Tant que vous n'aurez pas pris conscience que le lundi matin, Farida, les politiques regardent qui a été voté, qui n'a pas été voté. Oui. Et forcément, par rapport au nom, on sait. Et si effectivement un certain Mohamed Ali sont restés à la maison, est-ce que vous pensez que les politiques vont s'intéresser à vous? Mais même pas en rêve. Même pas en rêve. C'est la même chose avec les jeunes. C'est la même chose avec les jeunes, effectivement. Voilà, c'est le message qu'on véhicule aux jeunes et même aux non-jeunes, parce que justement, la communauté maghrébine ne vote pas et ça dure 5 minutes. Effectivement, on est en période de Ramadan, mais ça 5 minutes du temps, juste au lever ou avant de rentrer dans la cuisine, on peut le faire. C'est vraiment un geste
qui vaut rien, mais qui va changer beaucoup de choses, franchement. Farida Amrani, est-ce que vous avez reçu le soutien de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise? Oui, du patron de la France Insoumise. Oui, ça on l'a reçu depuis. C'est ce que j'ai vu. Benoît Hamon qui appelait à voter pour vous, voilà. Benoît Hamon. Oui, parce que justement, nous, dimanche, moi j'ai fait un appel au rassemblement et je suis heureuse que Benoît Hamon l'ait entendu et qu'il ait répondu positivement et que surtout qu'il ait répondu que il a fait le constat comme et j'espère plusieurs milliers de Français vont le faire, c'est que aujourd'hui la gauche sur cette circonscription elle est représentée par Farida Amrani. Voilà. Mais justement, je voulais savoir comment ça se passe pour le report de voix. Alors du coup, qu'est-ce que vous avez pour le moment comme candidats qui se sont prononcés pour vous, c'est-à-dire qui appellent à voter pour Farida Amrani? Bah écoutez, nous on avait 4 candidats en marche, donc vous voyez, 4 candidats déclarés en marche. Ah ouais, d'accord. Donc pourtant, en marche, t'avais dit qu'ils mettraient pas de candidats. Voilà, y compris Manuel Valls. Ouais. Donc aujourd'hui, est-ce qu'ils vont se reporter? Ils se sont pas encore. En fait, majorité présidentielle. Voilà, s'ils se sont présentés sur cette circonscription, c'est parce que ils avaient, en tout cas, c'était contre Valls, pas contre Farida, pas contre machin, c'était contre Valls. Donc du coup, moi, ce que je leur demande, c'est voilà, faites le geste, appelez à voter justement contre celui que vous avez toujours critiqué et toujours pas détesté, mais que vous avez toujours combattu politiquement en tout cas. Voilà. Et pour le moment, il y a personne, c'est ça? Bah écoutez, si il y a le PCF qui a fait un communiqué en disant qu'il soutenait la candidate France Insoumise, sauf que je rappelle. Je suis effectivement candidate France Insoumise, mais j'ai un nom et un prénom. Oui. Et ça, beaucoup de journalistes l'oublient. Je m'appelle Farida Amrani. Donc quand voilà, je sais que c'est du buzz, mais je préfère qu'on utilise mon nom, mon prénom. Je suis une personne à part entière. Oui, et quand on m'appelle la candidate mélenchoniste, c'est pas que je suis candidate France Insoumise, ça c'est sûr, et je le revendique. Par contre, j'ai un nom, un prénom aussi que je revendique aussi haut. Ils font pas ça avec Alexis Corbière à Montreuil. Je voulais vous demander, moi, par rapport au conseil municipal qui vous a été interdit là ces derniers jours. Oui. Vous pouvez nous en parler? Bah écoutez, comme j'ai fait depuis tout le temps, vous savez, je suis syndicaliste et j'ai accompagné les parents d'élèves. Et en fait, on a une action qui dure depuis un certain temps avant les élections. Donc ça n'a rien à voir avec les élections. Je veux dire, le fait que je sois, que j'ai voulu me présenter au conseil hier, c'est qu'il y a des revendications des parents d'élèves et des revendications de la fondation d'Asso. Donc des salariés qu'on a rencontrés, on devait se présenter parce que certains conseillers municipaux de faire une déclaration, et comme il se fait dans toute la France, et surtout qu'un conseil municipal est public, on s'est présenté habillé normalement, sans banderole, sans rien, et on nous a refusé l'accès, et d'autant plus à moi en me disant surtout pas vous rentrez pas. Voilà, ça c'était les consignes du maire de la ville. Voilà. Farida Amrani, on rappelle donc ce dimanche vous affronterez donc Manuel Valls. Est-ce que vous êtes confiante, Farida? Est-ce que 8 points de retard, ça paraît possible? Oui. Franchement, très confiante. 8 points. Si on arrive à faire on a un report déjà de voix, mais on a aussi les abstentionnistes à aller chercher, et on a déjà des personnes qui sont excusées auprès de nous, qui n'ont pas été au premier tour pour X raisons, mais qui mobilisent et qui nous disent comptez sur nous, on sera présent au second. Vous avez fait des gros scores d'ailleurs, je crois, à Corbeil, dans le quartier des Tarterets, par exemple. Oui. Et puis sur Corbeil, on est arrivé en tête. Donc, ce qui est déjà, voilà. En tout, vous avez fait combien de voix? On a fait 4500 voix à peu près de mémoire, ou 4800 peut-être, je me rappelle plus exactement le nombre, 4800. Voilà, 4800. Et Dassault qui appelle à voter Valls, c'est un cadeau pour vous. Oui. Ouais. Ça vous renforce davantage. Voilà. Ouais. Écoutez Farida, je pense que alors, dernière question. Pourquoi? Mais alors dites-nous pourquoi, et sincèrement Farida Amrani, pourquoi il faut aller voter pour vous dimanche? Bon, au-delà de dégager Valls, mais au-delà de dégager le Premier ministre, franchement, aujourd'hui, il y a une conjoncture actuelle. Vous vous rendez compte, si on met personne en opposition face à Emmanuel Macron, il nous fera passer plein de choses, et des choses qui vont à l'encontre, en tout cas, des gens qui vivent dans les quartiers populaires, et ceux qui se déplacent pas pour aller voter. Ça veut dire la loi El Khomri à côté, là, ça va être du XXL. Ça veut dire que démanteler le code du travail, aujourd'hui, c'est pas possible, c'est pas entendable. Revenir sur la santé, vous imaginez la santé aujourd'hui, on a besoin d'être en bonne santé, et ils veulent revenir dessus, c'est-à-dire qu'ils veulent privatiser les services publics aussi. Donc tout ça, franchement, tout le vivre ensemble, il sera perdu. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est recréer du lien, rassembler pour un meilleur avenir pour notre France.
Donc vous promettez d'être un véritable pitbull à l'Assemblée nationale pour empêcher justement toutes ces lois. Farida Amrani, je vous dis un grand merde. Merci beaucoup. Et puis à dimanche. Et on mangera un grand iftar pour votre victoire, Inch'Allah. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Farida. À bientôt. Au revoir. Voilà, Farida Amrani, candidate de la France insoumise du côté de la première circonscription de l'Essonne. Elle est confiante, hein. Elle est confiante. Mais je crois que vous l'avez déjà dit hier à l'émission, si j'ai bien entendu, mais ce qui est quand même remarquable, c'est le arc-en-ciel qu'on va voir à l'Assemblée nationale, peut-être pas en tant que parti politique, mais en tant que couleur. Il y aura beaucoup de rebeux, il y aura quelques Renois aussi, il y aura plein de tendances différentes, il y aura plein de clubs. Je pense qu'il y aura aussi des classes sociales différentes, je sais pas. Par contre, dans les profils qui arrivent au second tour, il y a beaucoup de personnes d'origine. Et ça, c'était étonnant, j'ai bien... Oui, c'est vrai. Vous avez remarqué quoi en fait. Non, c'est clair que c'est ça va être jeune et il y aura beaucoup d'arabes et de noirs en fait. Concrètement pour le dire clairement. C'est que ça va changer quand même. Et sans oublier le nombre important de personnes qui sont issues de la vie normale quoi, pas de la vie politique. C'était un reproche qu'on faisait souvent que les gens prenaient la politique pour un métier. Là pour le coup, on va tester des personnes qui viennent de la vie courante. Le problème reste encore, est-ce qu'ils ont au moins cette formation, ce professionnalisme qui va les... Bon, en tout cas, on la sent sincère, Farida. On la sent une grande battante. Ouais, c'est clair. Surtout, on sent une militante de terrain, tu vois. Ouais, voilà, on sent que c'est une militante de terrain, effectivement. Et sincèrement, je pense pas que son score, il est seulement dû à l'antivalsisme. Je pense que sur le terrain et dans cette ville, il y a vraiment des gens qui sont derrière. Mais bougez-vous, quoi. Je sais pas, restez pas chez vous, la Corbeil-Évry. Vous avez de la famille qui habite Corbeil-Évry. Appelez-les, mais mettez-leur pression. Je veux dire, la Chamba, on la fera plus tard. C'est pas grave, les gars. Faut se bouger, là. Dimanche, Farida. Tu votes le matin. Elle a besoin de vous. À 8h du matin. Attends, c'est jusqu'à 20h, hein. Jusqu'à 20h, tranquille. T'as le temps d'y aller, franchement, de te prendre une petite pause. Ouais, oui. Voilà. Mais là, il faut y aller. Je pense qu'il y a un moment, il faut y aller. Et si on doit donner une circonscription en exemple, et en donner même une autre avec Sami Débat, mais celle-ci en l'occurrence aujourd'hui, c'est bien celle-ci parce qu'aujourd'hui, ces musulmans qui ont été insultés pendant de nombreuses années par ce monsieur en poste donc Premier ministre et ministre de l'Intérieur, l'occasion est donnée de pouvoir lui rendre l'appareil et lui dire ciao, bye, à bientôt, reviens de où tu viens quoi. Comme ce que fut le cas pour Nicolas Sarkozy, pour François Fillon, pour tout. Valls, ça suffit, on n'en veut plus. C'est clair, voilà. 01 40 33 9000, on va passer aux avis tranchés les gars, c'est parti. Et oui, on n'est que des avis tranchés dans cette émission, on assume pleinement notre liberté d'expression. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. C'est toi, c'est pas moi, donc c'est toi, donc c'est Youssef Brakni, je crois, qui va commencer. Comment tu sais? C'est avis tranché. Alors, donc j'avais fait une chronique sur le méga contrat que Trump avait obtenu avec l'Arabie Saoudite il y a quelques semaines. Au-delà du montant faramineux de 380 milliards de dollars, dont une grosse partie pour l'armement, il fallait surtout analyser de plus près le discours de Trump. Pour son premier voyage à l'étranger, Trump a choisi l'Arabie Saoudite. Tout un symbole. Une monarchie réactionnaire et antidémocratique, où les femmes ne peuvent même pas conduire une voiture. C'est à partir de l'Arabie qu'il choisit de désigner l'Iran comme étant l'ennemi numéro 1 au même titre que Daesh. Voire même pire, l'Iran étant présenté comme le pays à l'origine du terrorisme. L'Iran, ce pays où se déroulaient en même temps les élections présidentielles, avec une liberté de ton et de réel débat au sein de la société iranienne sans équivalent en Arabie. C'est le modéré Hassan Rouhani qui sera réélu largement devant l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi. Il est intéressant de noter que Ibrahim Raisi avait le soutien du guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei. Et pourtant, c'est quand même Rouhani qui va l'emporter. On l'a encore vu il y a quelques jours, l'Iran était la cible de Daesh, notamment avec un double attentat spectaculaire. Ce qui montre un niveau de préparation de haut niveau pour parvenir à cibler le cœur de la capitale, le mausolée de Khomeini et le Parlement quand même. Trump, avec son discours, fixe une nouvelle ligne dans la région. Il renie la politique d'Obama, faite d'équilibre entre l'Arabie et l'Iran. Il renoue avec un discours messianique de lutte entre le bien et le mal. Il conforte ainsi Israël, qui considère l'Iran comme son pire ennemi dans la région. Trump vient de définir un nouvel axe, qui se compose de Tel Aviv, Riyad, Le Caire, Abu Dhabi. Il entérine la fin du printemps arabe de l'ère Obama, pour conforter la ligne saoudienne et israélienne, à savoir endiguer l'accès au pouvoir des frères musulmans et revenir au régime autoritaire, militaire.
On l'a vu avec le financement du coup d'État en Égypte par Riyad contre Morsi des frères musulmans pour mettre en place l'affreux dictateur, le maréchal Sissi. On peut retrouver cette même ligne saoudienne en Libye aussi, avec le soutien affiché au général Haftar, un ancien militaire de Kadhafi, qui se bat contre les milices des frères musulmans qui contrôlent une partie de la Libye. Mais l'Arabie est concurrencée par une autre ligne dans la région, celle de son petit voisin, le Qatar. L'Arabie veut désormais mettre au pas le Qatar, qui le gêne dans sa confrontation régionale contre l'Iran. Le Qatar possède une extraordinaire influence dans le monde musulman sunnite grâce à sa machine médiatique Al Jazeera. Le Qatar soutient les frères musulmans en Tunisie, en Libye et en Égypte. De plus, elle n'a jamais eu de position hostile à l'Iran, préférant rester équilibrée. Ces deux pays ont des intérêts communs, ils exploitent à deux un gisement de gaz. Trump, par sa visite, va bousculer cette région. Mais la nouveauté, c'est que maintenant, les pays du Golfe se retrouvent dans la tourmente et l'incertitude. Le Qatar Ban, comme l'appellent les anglo-saxons, va redéfinir les alliances. Un nouvel axe va voir le jour très certainement autour de la Russie cette fois, avec Ankara, Doha et Téhéran. On le voit déjà avec l'Iran qui a envoyé des tonnes d'avions et de bateaux chargés de produits alimentaires pour contourner le blocus terrestre saoudien. La Turquie, quant à elle, décide d'envoyer des troupes sur sa nouvelle base militaire au Qatar. En représailles, l'Arabie a immédiatement annoncé son soutien aux Kurdes qui combattent en Syrie. La hantise d'Ankara qui ne veut pas voir l'émergence d'un État kurde à sa frontière. Cette nouvelle configuration régionale entre deux blocs nous indique que c'est malheureusement sur le terrain syrien, libyen et yéménite que va se jouer la confrontation militaire. C'est bien vrai, mon cher ami Youssef, malheureusement, Youssef Brakni. Sur le dos des populations. Sachez quand même que chez les Saoudiens, apparemment ça va pas très fort. Hein. Porter un maillot du Barça peut vous emmener pendant 15 ans en prison. Ouais, c'est parce clair. qu'il y a le sponsor Qatar Airways. Mais je sais pas si t'as vu, il y a El Manchar, le journal satirique algérien, qui a fait un super blague. Il a dit que l'Arabie Saoudite exige du Qatar qu'elle change de qibla. Ah ouais. Des directions pour la prière. Karim, c'est des ouf ou pas, Karim? Pardon, Christophe? C'est des ouf quand même, non? Oui, mais moi, je dis bravo pour ce billet parce qu'il a été court, mais tellement clair et tellement vrai que. Eh ben, c'est du Youssef Brakni, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci. On a les meilleurs chroniqueurs, hein, c'est le grand forum, c'est Non, nous. puis moi, j'espère de tout cœur cet axe de Istanbul, Doha, Téhéran. Ouais. Franchement, je le souhaite. Bah oui, pour Là, la il peut région. changer bien des Et je voudrais cartes, bien des simplement stratégies. dire à tous ceux qui nous écoutent et qui passent leur temps à nous rabâcher la tête avec la résistance palestinienne, tout ça, je vous rappelle que les Palestiniens sont arabes, et ce sont les seuls arabes qui sont soutenus par deux pays et qui ne sont pas arabes, c'est la Turquie et l'Iran, parce que les autres, ils les ont lâchés depuis 40 ou 30 ans déjà. Hein. C'est clair. Donc, faut bien vous dire que les seuls qui soutiennent la cause palestinienne, qui sont des arabes, ce ne sont pas des arabes. Et c'est bien de le rappeler de temps en temps. Et puis j'appelais pour dire, nous on avait lancé un défi avec Christophe, fallait renverser Valls. Ouais. J'espère qu'on va pouvoir le faire. Et moi je voudrais dire une chose. Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent et qui habitent dans ces quartiers-là, je voudrais leur dire, si vous voulez lutter contre l'islamophobie, si vous voulez plus que vos sœurs et vos mères se fassent insulter dans la rue parce qu'elles portent un foulard, il suffit pas de le vouloir, il faut passer aux actes maintenant. Parce que nous, on n'a pas de Finkielkraut, on n'a pas de Zemmour, on n'a pas de Lévy pour venir à la télé nous dire ce qu'il y a à faire. Vous avez un bulletin de vote, faites-le, agissez. Parce que si vous agissez et que vous virez Valls, eh ben, ça va en faire réfléchir plus d'un qui la prochaine fois diront, tout compte fait, l'islamophobie, ça paye plus. Il va falloir peut-être qu'on fasse de temps en temps attention à ce qu'on dit. Mais si, malgré toute leur haine envers la communauté musulmane, vous continuez à les laisser en place, ils vont continuer à vous insulter, convaincus que vous n'êtes pas capable de répondre. Alors, je vous en supplie, faites-le, vous irez au marché une heure plus tard, vous irez pas. Bougez-vous, effectivement, Karim. Merci beaucoup, mon ami Karim. Bon après-midi, bonne soirée plutôt. À plus tard. Ciao, ciao. Dans un instant aussi, on va parler de quoi avec toi? On va parler des startups politiques, on va dire. Et on rappelle, la question du jour, bien sûr, laquelle vous êtes invité à répondre sur la page Facebook. Est-ce que cette avancée de la République en marche à l'Assemblée nationale vous fait-elle peur, à tel point d'ailleurs que la République en marche ne pourrait même se passer des 50 députés MoDem, puisqu'elle obtiendrait sans ces MoDem la majorité absolue. Vous n'hésitez pas à commenter, à répondre à la question du jour sur France Maghreb 2, sur la page Facebook France Maghreb 2. À tout de suite avec Hossein Raes, le j'aime ou j'aime pas et les coups de cœur de ces deux messieurs, et puis vos appels bien sûr au 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, on est là. Après ce tunnel de pub, c'est absolument infernal. Infernal.
Bah, vivement que le ramadan se termine pour qu'il y ait moins de pubs quand même, hein, parce que là, ça devient trop quand même. Bon, le grand forum jusqu'à 19h avec notre ami Youssef Brakni, avec Hossein Ras. Et on va saluer Hossein, quelqu'un que tu as invité pour ton coup de cœur. Alors, oui, la jeune Iman. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Eh ben écoutez, impeccable, hein, avec Hossein, avec Youssef. Donc tu vas rester avec nous puisque on va te retrouver dans un instant pour que tu puisses nous expliquer ce pourquoi d'ailleurs Hossein t'a choisi. Donc ne bouge pas. Tu vas participer avec nous dans le j'aime ou j'aime pas. On va t'expliquer comment ça principe. D'ailleurs, mais pour l'heure, tu auras le privilège, j'ai envie de dire, comme tous les auditeurs et auditrices, d'écouter l'avis tranché de Monsieur Hossein Ras. C'est parti. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Allez, c'est à toi mon ami Hossein pour ton avis tranché. Merci. Alors aujourd'hui, je voulais parler des startups politiques et et du jackpot financier que va engendrer la sortie du second tour pour plusieurs partis politiques. Alors les élections législatives ne servent pas seulement à dessiner le visage de la future assemblée, elles sont aussi une affaire de gros sous. C'est en effet en fonction des résultats du scrutin que sont calculées les 2 fractions des dotations publiques octroyées par les pouvoirs aux partis politiques, par les pouvoirs publics bien sûr. La première sur le nombre de voix obtenues au premier tour et la seconde sur le nombre de parlementaires obtenus. Donc vous vous rendez compte qu'à partir de dimanche, on verra ce que va engendrer sur les 5 prochaines années les partis politiques. Le grand gagnant tout d'abord, c'est la République En Marche avec le MoDem. Ils sont presque sûrs d'apporter minimum 400 députés et on reçoit 1,42 € par électeur au premier tour. Donc à calculer, ces 400 députés vont rapporter 15 millions d'euros supplémentaires par an. Et puis les autres vont rapporter 9 millions d'euros par an. Alors sur les 5 ans, j'ai calculé, ça fait plus de 120 millions d'euros uniquement pour la République En Marche. Ce qui est beaucoup. Même le MoDem à l'intérieur, ils auront minimum 1,5, à peu près 3-4 millions d'euros pour le MoDem. Alors les grands perdants, ça va être le Parti Socialiste, laminé dimanche soir. Ce n'est pas tant la faiblesse de la somme perçue qui risque de faire mal que la différence avec le quinquennat précédent. Parce que le PS touchait en effet près de 25 millions d'euros par an. Aujourd'hui, ça va diminuer. Au vu des résultats du premier tour, il aura droit à 2,4 millions d'euros. Mais ensuite, il faudra rajouter à chaque député élu les 37 000 euros par an qui leur sont destinés. Alors les Républicains derrière, ils sont endettés de 50 millions d'euros, mais n'empêche, ils arrivent à peu près au même chiffre que le PS. Alors pour la France insoumise, elle n'existait pas en 2012, donc ils partent de zéro. Et son gain sera par conséquence considérable. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon est ainsi assuré de toucher près de 3,5 millions d'euros grâce à ces quelques 2,5 millions de suffrages reçus. Le reste dépendra du nombre de députés élus. On estime à peu près quarantaine d'élus pour la France insoumise. Donc voilà, le reste c'est des petits partis comme le Front National qui chaque année va passer de 5 millions à environ 4,2 millions d'euros par an, ce qui lui vaut à peu près plus de 12 à 15 millions d'euros pour les 5 prochaines années. Donc voilà, en gros, ce que je voulais dénoncer, c'est que notre argent de nos impôts tombe dans tous ces business, dans leur création de partis politiques, à peu près comme des entreprises. Faut ajouter à tout ça les salaires des députés, tout ce qui va être engendré par derrière. Donc voilà, c'est une grosse manne financière. C'est clair. Merci beaucoup Hossein pour donc cet avis tranché. Non, mais surtout, c'est grâce à cet argent-là qu'ils font tourner leur boîte de com d'amis. Exactement. Tu vois, tu sais, un meeting, par exemple, à organiser, ça coûte des millions d'euros, des milliers d'euros plutôt. Oui. Et du coup, en fait, ils ont des boîtes de com par lesquelles ils passent. En fait, l'affaire de Big Malion, c'était ça, en fait, le scandale. C'est que c'était des factures qui étaient surévaluées. Ouais. Dans l'entrepreneuriat, depuis des années, on connaît ça. Par exemple, pour détourner de l'argent, le plus facile, c'est une boîte de com. Pourquoi? Parce que quand je te vends un bien, ou ne serait-ce même un service, ça a une valeur. Si je te vends un billet d'avion, ça a une valeur. On connaît le cours de quel prix va valoir ce billet, un pourcentage par rapport à la taxe d'aéroport, etc. Mais quand je te donne des conseils en com, ça c'est inestimable. Tu peux même pas savoir si je suis vraiment venu donner les conseils ou pas. C'est comme le conseil aux entreprises aussi. C'est le plus facile pour. Allez, je dis pas que je le fais. Hein. Avant les coups de cœur, on va passer au j'aime ou j'aime pas, et on va peut-être même demander à Iman si elle veut le faire avec nous. C'est ça, c'est Iman. Iman, tu participes avec nous? Au j'aime ou j'aime pas, Iman. Pourquoi pas, je connais pas. Alors, on t'explique en fait le j'aime ou j'aime pas, c'est un peu comme Facebook, comme Twitter, les réseaux sociaux quoi. Donc on donne des infos, tu dis si t'aimes ou t'aimes pas, ou si lol ou s'en fout, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le j'aime ou j'aime pas ce soir? Hop, j'ai ça. Les États-Unis, tiens, pardon, les États-Unis, la suspension du décret
migratoire de Donald Trump, donc confirmé. J'aime pas ou je m'en fous. Confirmé par la Cour suprême. Oui. Ouais, bah on aime, c'est sûr, ça fait plaisir. Bien mais sûr. Après, ouais, on s'y attendait quoi. C'était un effet d'annonce, c'était du marketing de la part de Trump. Il y a souvent ça avec lui d'ailleurs. Ouais, beaucoup, ouais. Myriam El Khomri qui revendique le soutien officiel d'Emmanuel Macron. C'est vrai. Il est sorti de nulle part là. Parce qu'en fait, il y a la bataille. Il y a la bataille parce qu'il y a le Premier ministre qui soutient les Républicains. C'est ça. Et Macron il soutient El Khomri. Voilà. Donc elle c'est soutient vraiment à la sortie la revendication Emmanuel Macron. Ça peut aider pour être qualifié au second tour. Bah, je pense que ça aide plus que les Républicains. Ouais, ça peut aider, ouais. Bah oui. On aime ou n'aime pas cette tentative de manger la gamelle. J'aime pas El Khomri. J'aime pas ce qu'elle a fait. Franchement, c'est tout ça qui donne du pouvoir à Macron, justement, qui lui donne sa suprématie. C'est toutes ces personnes qui s'accrochent à lui alors qu'ils veulent pas. Tu vois, c'est compliqué. Après, c'est pas comme Valls. C'est un produit marketing. Mais c'est en fait, grave. tu veux tous Ils l'ont créé. le tampon. Ouais, c'est ça. Tunisie, 1 mois de prison pour avoir fumé en plein Ramadan. 1 mois de prison. C'est un peu dur. Ouais. Je sais pas, en fait, c'est partagé. Pourquoi il fume au Ramadan, lui? Non, je sais pas, il a pas envie de fumer, il a pas envie de le faire, il le fait pas. Non, c'est une question piège là, arrête. Non, c'est pas une question, c'est une info. 1 mois de prison. Non, mais c'est vrai que c'est sévère quand même. Bon, c'est strict. En fait, c'est comment est tournée la loi. C'est en Tunisie. Après, je sais qu'en Algérie, la loi elle est tournée différemment puisque c'est pas le fait de fumer ou de manger, etc. C'est le fait de toucher aux bonnes mœurs du pays. Ouais. Voilà, en période de Ramadan, puisque le pays il est démocratique mais basé aussi un peu sur les lois coraniques, etc. Mais en fait, il faut respecter les mœurs du pays et donc manger, ça peut te faire valoir de la prison puisque tu coupes aux mœurs du pays. Tu vas à l'entrave des mœurs du pays. Oui, mais je sais pas, je suis contre quand même. Bon. Très bien. Donc on aime, on n'aime pas alors. On n'aime pas. Moi j'aime pas. Non, mais le fait d'emprisonner, ça sert à rien de toute façon. Moi je suis pas d'accord du tout. Ouais. Bon, d'accord. Ophélie Winter qui évoque sa conversion à la religion musulmane et qui indique avoir testé sur Twitter le Ramadan pendant 2 semaines et elle a dû l'arrêter, expliquant avoir perdu 6 kilos. Elle a dit qu'elle était convertie à l'islam. Apparemment, dans des messages, elle parle de son attachement à l'islam. Elle dit qu'elle a essayé. Voilà. En tout cas, je pense, moi, j'ai plus connu, j'ai plus vu qu'elle parlait de jeûne, qu'elle a fait le jeûne pendant le Ramadan. Oui, non, mais je veux dire, on fait pas le jeûne pour faire plaisir à la grand-mère, quoi, tu vois. Non, mais surtout, elle trouvait qu'elle avait trop mais maigri. pas forcément. Il y en a qui le font pour tester pour de vrai. Ça nous est arrivé souvent dans les quartiers, etc. Ouais, et c'est bien le genre en plus. En solidarité. Ou même médicalement autre chose. Ophélie Winter qui teste le Ramadan. Vous savez que ça a été la risée sur les réseaux sociaux parce que on n'aime pas parce qu'elle nous tape l'affiche. Elle parle de tester le Ramadan. On ne teste pas le Ramadan. N'est-ce pas, Imen? J'ai pas trop d'avis sur. Non, Imen, on donner un avis. Bien. Ça y a pas. Tu connais pas Ophélie Winter, Imen? Je la connais pas très De bien. quelle planète viens-tu, Imen? Mais Imen elle est jeune. Ah oui, c'est vrai. C'est toi qui m'a donné la foi, tout ça là. Mais elle était pas née à l'époque. Ah, elle était pas née, c'est vrai. Ok. Ah ouais, je rigole. Non, mais je rigole. Bon. Israël qui va réduire la fourniture en électricité dans la bande de Gaza. C'est vrai, ça ne s'invente pas, messieurs là. Surtout avec l'été qui arrive, pour les clims. C'est vrai. Voilà qui risque une nouvelle fois de faire craindre de nouvelles sanctions, de nouvelles tensions, pardon. C'est un état fasciste. Enfin, je veux dire, on n'a rien à attendre de ça, quoi. C'est normal. C'est comme organiser des barbecues. 3 quarts d'heure par jour, réduire donc la limitation d'électricité dans la bande de Gaza. Non, mais pour moi, c'est dans la même veine que ceux qui organisent des barbecues devant les prisons pour la grève de la faim. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ils sont comme ça, en fait. C'est une société qui est complètement dégénérée. Et à contrario, bien écoutez, 1800 rabbins américains ont manifesté aux États-Unis demandant à Israël justement de mettre fin à la colonisation et tout simplement préparer la paix. Ouais, c'est bien. Bah oui, on aime, bien sûr. Bon. Et puis dernier petit truc, on en a parlé tout à l'heure, Le Drian à Alger, Macron au Maroc, on aime pas, on s'en fout. Le Drian, c'est un très très grand ami d'Algérie. Ouais. Il a beaucoup de réseaux là-bas. Mais il a une tête d'Algérien parce qu'au début j'avais des doutes. Non mais vraiment, blague à part. Tu sais que c'est lui qui a proposé Gourcuff pour l'équipe nationale. C'est pas vrai. Si. Ah ouais. C'est un très bon pote. Il vient de Bretagne, le Drian. Mais ça m'étonnerait pas. Il vient d'où? Qu'un jour il leur dise, je vous ai tous eu. Je m'appelle Abdelrahim. Déjà. Ça m'étonnerait pas qu'un jour il fasse ça. Abdelbachir. Bon, eh bien merci les gars, merci beaucoup Imen, même si elle n'a pas beaucoup participé, on va essayer. J'aime ou j'aime pas. Allez, on va passer au coup de cœur. C'est pourquoi elle est là d'ailleurs. Les coups de cœur de Hossein et de Youssef Brakni. France Maghreb 2.
le coup de cœur. Alors aussi, on commence par toi puisque ton invité est déjà là. Alors exact. Alors moi je vais laisser parler Iman de Trip Ankaram, mais je voulais parler d'Iman et de son associé. Alors c'est deux jeunes d'Angers qui habitent à Angers, et en fait c'est deux jeunes qui ont eu un projet en tête et qui l'ont mené à bien. Ils sont associés à personne, ils sont leur petit groupe qui commence à s'agrandir petit à petit. Le buzz se fait de plus en plus et leur site il est super pertinent. Moi j'ai trouvé ça, franchement j'ai beaucoup aimé le fait que deux jeunes gardent leur idée en tête et se battent malgré tout pour le réaliser, pour le mettre sur pied. J'ai vu le résultat, le site est magnifique, leur page aussi, et ça commence à buzzer, et moi je conseille à tous les auditeurs de pas rater le coche. On va la laisser présenter son projet, sa start-up, et juste après on en fera une petite conclusion. Alors donc Trip Ankaram, c'est un réseau social d'hospitalité qui est basé sur l'éthique musulmane. Le nom vient de Trip en anglais, voyage, et Karam en arabe, hospitalité, générosité. Le site reste ouvert à tous, musulmans ou non, il n'y a pas de limite d'âge. Il y a plusieurs types de profils, hommes, femmes, couples, familles. L'inscription est gratuite et on a lancé ça le 30 mai, donc il y a 2 semaines exactement maintenant, et on a déjà 522 membres dans 59 pays et plus de 258 villes. Donc on a plusieurs fonctionnalités, on a la messagerie bien sûr, les membres peuvent échanger dessus, la recherche membre pour rechercher ses amis, mais aussi pour rechercher des personnes par ville si vous voyagez et que vous souhaitez simplement rencontrer des personnes dans une ville à l'étranger. Et bien sûr, la fonctionnalité principale, c'est la recherche d'hôtes pour être hébergés par des locaux. On peut aussi héberger, donc ça va dans les deux sens. On n'est pas obligé d'héberger. Donc voilà, c'est gratuit, l'hébergement est gratuit. C'est vraiment basé sur la tradition d'hospitalité musulmane. On a mis plusieurs mécanismes de sécurité en place pour garantir que tout se passe bien, notamment les références, bien sûr, des autres membres. Le profil membre vérifié, où on vérifie le titre d'identité du membre, son moyen de paiement et son numéro de téléphone, mais aussi on peut les membres peuvent signaler en ligne tout message offensant, tout comportement hors du site ou autre à notre équipe, et nous on se chargera d'étudier le cas. Donc voilà, c'est l'idée. Donc en fait, en gros, ça fonctionne comme un TripAdvisor mais du monde musulman. Voilà, c'est un petit peu un mélange entre Facebook, Couchsurfing, TripAdvisor, parce que sur les profils aussi des membres, il y a une partie recommandation où les membres peuvent mettre leur resto préféré autour, les mosquées aux alentours, les boucheries halal. Super. Il faut réellement se rendre compte de l'impact de leur petite start-up. Et alors ils sont 21 et 22 ans. Il faut comprendre que sur le long terme, il y a une manne financière qui peut se développer, et même un bon réseau pour la communauté musulmane et extra-musulmane. Par exemple, si on se balade dans une ville en tant que touriste et que vraiment il y a pas du tout de trucs musulmans aux alentours, on peut aller sur son site pour trouver la moindre mosquée, le moindre restaurant qui ferait du halal, etc. Et on connaît les difficultés à trouver tout ça. Mais comment ça s'est fait maintenant? Vous êtes vous avez des références dans combien de villes, dans combien de pays maintenant? Alors on a 522 membres dans 59 pays. Sur les 5 continents. C'est-à-dire qu'on en a vraiment partout. On en a en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Et comment devient-on membre justement? Il faut aller sur le site. Donc le site c'est tripankaram.com. On a le site en français et en anglais. Ouais. Là, on s'inscrit gratuitement avec Facebook, son adresse email ou Google Plus. Ouais. Et tout est gratuit. Ensuite, on remplit son profil et là, on peut commencer à utiliser le site. Super. Et donc, si je veux peut-être pas être membre, mais je vais peut-être aller voir il y a une application téléphonique, il faudra y penser, ça c'est bien non, aussi. Pas encore. Faudra y penser, c'est mortel ça aussi. Mais en tout cas, si je vais partir en vacances à Bordeaux, je dis une connerie, je voudrais trouver ma petite boucherie halal ou tout simplement un petit resto halal, je vais sur votre site, je pourrais le trouver. Pour le moment, ouais. Alors, faut se connecter, faut s'inscrire, se connecter. Il faut être membre. En fait, il faut être membre de toute façon, pas. Aussi un système, on peut pas voir les membres si on n'appartient pas au site pour protéger la vie privée de nos membres, tout simplement. Ok. Donc il faut on est tous quelque part membres. membres. Même si on vient que consulter, on est quelque part un peu membre aussi. Exact. Ouais. Mais il faut s'inscrire, il faut passer par la case inscription. D'accord. On va peut-être être ludique et pour rappeler donc l'adresse du site, c'est très important, messieurs là. Ça peut servir à tout le monde. Vous voyez, vous qui allez peut-être partir en week-end, vous qui allez même peut-être partir en vacances cet été, vous voulez avoir vos repères, vos petits restaurants halal, votre boucherie, votre mosquée pour aller prier. Et même une idée vacances. Une idée vacances. Bien n'hésitez pas. Voilà, vous allez sur le site, vous aurez tout. Et plus vous serez nombreux,
plus il y aura, plus ce site va s'enrichir. Donc allez-y. Ne serait-ce que pour donner la force à ces deux petits jeunes, leur envoyer un message, aller sur la page et leur dire ce que vous en pensez. Voilà, on a besoin de force. Il y a deux petits jeunes de notre communauté qui ont une vingtaine d'années, qui ont fait un site magnifique. Il faut les booster de tous les sens. Donc c'est tripandkaram.com. Tripandkaram. TRIP Karam KARAM. Et c'est pareil pour la page Facebook. .com, hein, c'est ça. C'est ça. Et Tripandkaram aussi sur Facebook. C'est ça, exactement. Sur Twitter. Tripandkaram. On n'est pas encore sur Twitter, mais on a un compte Instagram. Aussi. Instagram, c'est quoi? C'est Trip, donc TRIPNKARAM. Bah comme le reste quoi, voilà. Tripandkaram, donc n'hésitez pas. Bah merci beaucoup et puis avec aussi on se fera l'écho de nouveautés du site, etc. De la nouvelle extension de l'application téléphonique. Va falloir y aller là. Un point essentiel à terminer, il y a aussi un côté de lutte contre les stéréotypes et l'islamophobie qui est mis en place à travers ce site, justement en ouvrant la porte des musulmans dans le monde à d'autres personnes qui ne sont pas musulmanes et en même temps leur montrant le côté personnel de ces familles. Et puis on peut choisir entre familles, entre jeunes, entre couples, etc. Donc là vous allez aller en vacances à travers cette plateforme, vous allez pas être perdu parce que vous allez vraiment là où vous allez dans l'endroit où est le lieu, la situation familiale que vous vouliez. Voilà. Tripandkaram.com. Le but, c'est vraiment de lutter contre les stéréotypes et les discriminations intra et extra-communautaires. Super, bravo en tout cas pour cette belle idée, belle initiative. www.tripandkaram.com. Sur la page Facebook aussi, sur Insta aussi. Merci beaucoup. Merci, et j'en suis Iman. sûr que vous allez avoir plein de membres là qui vont s'inscrire de partout dans le monde. Merci Iman, à bientôt. Salut Iman, ciao. Merci à vous, à bientôt. Super idée aussi. Super idée. Franchement, moi je kiffe. Au début, je t'avoue, j'avais pas tout compris. Moi, J'ai vite compris. Je suis un fan derrière des mots jeunes. simples, moi, TripAdvisor, hop, ça me parle, tu vois. Tu vois, exact. Ouais, c'est un mélange de tout en fait, de Airbnb avec TripAdvisor, avec un Facebook. En fait, il y a une communauté musulmane qui peut, à un moment donné, je pense qu'il y a des gens qui vont plus aller sur Facebook et qui vont aller que sur ce site-là, puisque justement, ils vont se mettre à héberger des gens, à en faire vraiment leur truc. Ouais, quoi. parce que c'est un casse-tête pour beaucoup de gens, hein. Surtout pour les femmes. Pour être Surtout dans la tranquille. communauté, exact, ouais. En tout cas, on va en parler peut-être avec vous. C'est une niche. Tiens, je vais demander à notre ami Mohamed Bajrafil qui est avec nous, qui va animer l'émission Par l'Islam dans un instant, s'il connaît effectivement ce site. Ah, c'est cool, ouais. Bonjour Imam, cher Imam. Salam alaikum. Ouais, comme salam. Alors, Mohamed Bajrafil, on a eu un invité il y a quelques instants dans le coup de cœur de Hossein Ras, qui est le chroniqueur de LGF, pour nous parler de ce site qui est apparu. Vous savez, vous connaissez TripAdvisor, Mohamed Bajrafil? Non. Ah bon, bah alors donc ça va être en fait, si vous voulez, c'est un site qui recense tous les restaurants, les mosquées, tout ce qu'il y a qui peut vous intéresser. Si vous partez par exemple en vacances, je sais pas, en Belgique, vous n'avez pas de repère, vous avez une boucherie, mais même des gens qui peuvent vous accueillir gratuitement. Voilà, c'est le premier Airbnb, réseau social de l'hospitalité musulmane. Ça s'appelle, écoutez bien, www.tripandkaram.com. Vous allez vous inscrire et chacun peut devenir membre et surtout participer. C'est super comme idée, non? Et c'est deux petits jeunes qui ont créé ça. Ouais. C'est deux petits jeunes de 20 ans qui ont créé ce site. Masha'Allah, tabarakallah alayhim. Donc www.tripandkaram. Avant de vous retrouver, Mohamed Bajrafil, le coup de cœur de Youssef Brakni. Youssef? Vas-y, jingle? Non, pas de jingle. Alors, oui, veux non, jingle? mon Bah, coup de on te met, cœur, tiens. c'était Voilà. France Maghreb 2. autour de ces Le coup listes de cœur. autonomes qui ont émergé dans... Vas-y. Non, c'est des autour des listes listes autonomes, ouais, qui ont émergé à l'occasion de ces législatives, notamment un groupe qui s'appelle Français et Musulmans. Ouais. Surtout on connaît Halen qui est chroniqueuse à Radio France Maghreb. Et voilà, dans ma ville, il y en a eu un aussi qui s'appelle Jimmy Para qui s'est aussi présenté. Et donc voilà, ça a été quand même, voilà, ça a été difficile quand même. Voilà, ils ont fait 1-2%, certains 0,50. Bref, c'était pas facile. Mais en tout cas, c'était une première pierre. Une première étape importante parce que je pense qu'à mon avis, là où on peut vraiment l'emporter, c'est pas dans des élections comme législatives, ni comme les régions, ni celles des régionales, ni celles des départementales. C'est vraiment celle au niveau local. Là où numériquement on est le plus nombreux, là où vraiment on peut instaurer un vrai rapport de force, notamment en travaillant d'abord en partant des quartiers populaires. D'accord. En partant de ceux qui, on l'a vu là pour le cas de Corbeil, là, enfin en tout cas sur la circonscription de Farid Amrani, enfin ceux qui vont pas voter, qui se sont pas représentés, qui, en fait voilà, à un moment donné, moi c'est pour ça que je voulais qu'elle me réponde sur ça, Farid Amrani, c'est-à-dire pourquoi selon elle les gens vont pas voter. Moi j'ai une petite idée, c'est qu'en fait dans les quartiers, parce que voilà, quelle offre politique. On vote pour qui en fait, tu vois? Et on l'a vu à chaque fois des gens venir, etc. On a une grande expérience dans les quartiers populaires où parfois on a vu des trahisons, etc. L'abstention, elle est pas arrivée comme ça du jour au lendemain. Elle n'est pas devenue aussi massive. Hein. Elle n'était pas autant en tout cas à l'époque. Et donc voilà. Et moi je pense que c'est vraiment ça qui compte, c'est que voilà ces élections législatives soient un tremplin pour les élections municipales. Et là, faut faire des listes citoyennes larges, très larges.
voilà, pas que musulmans, mais entre autres aussi, voilà, qui s'adresserait à tous les déshérités, les laissés pour compte, vraiment ceux qui sont vraiment à l'écart. Merci Youssef. Mohamed Bajrafil, on va parler de quoi avec vous dans quelques minutes dans l'émission Parler Islam. Quel sera le sujet que vous avez choisi pour ce soir? Ce soir, Inch'Allah, on abordera les 6 choses que l'imam al-Ghazali a préconisées comme essentielles à un jeûne digne de ce nom qu'il a appelé le jeûne de la crème. Le jeûne de la crème. Est-ce que vous connaissez Youssef et Houssine? Non. Bon, bah voilà, raison de plus pour rester avec nous dans un instant, puisque l'imam Mohamed Bajrafil va nous en parler dans un instant et surtout aussi répondre à vos questions dans le cadre de Parler Islam au 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50, 18e jour de ce mois sacré béni du Ramadan. Parler Islam avec l'imam Mohamed Bajrafil dans un instant. Cher imam, à tout de suite. Youssef Brakni, merci beaucoup. Houssine Ras, merci beaucoup. Sahaftolkoum les gars. Et demain, nous serons en compagnie de monsieur Jamel El Amri qui sera avec nous, monsieur Badr Belamine et Hicham Terak. Une belle équipe. Et je rappelle également notre invité en plateau ce jeudi, Sami Deba, qui a été le candidat sans étiquette, qui affrontera donc Pupponi dans une circonscription des Val d'Oise. Il sera avec nous donc jeudi à 18h sur France Maghreb 2.